Adicias, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Passerelle sur Radio Occitanie avec à la réalisation technique notre ami Edgar Rosendo, et je le remercie parce que sans réalisation technique, pas d'émission, micro Christian Moreto, mais pas que, il y a plein d'invités dans le studio et l'indicatif est signé de Damien Moreto. Je salue aussi Alexandre Chiavassa qui va prendre, je crois, le relais d'Edgar tout à l'heure. Et nous avons plein de choses à nous raconter comme à l'accoutumée avec Antoine Maurice, élu Europe Écologie Les Verts dans le studio. Bonjour. Bonjour. À Toulouse, mais nous avons aussi Jean-Benoît Mébec qui lui croque des personnages. Il est auteur de BD, donc il fait les bulles, donc il écrit et il dessine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'émission aussi. Et Romain Kerbourg qui lui est maraîcher bio de la ferme des Nozes. Bonjour. Bonjour. Alors, il te faut parler pas trop loin du micro, mais en face du micro. En face du micro, ça Voilà, là comme ça c'est mieux. On entend bien. Et puis voilà, je salue au passage Lucie Barbier, future journaliste. Tu peux t'installer là pendant 3 quarts d'heure puisque d'autres invités, Olivier Fernandez, président des syndicats des apiculteurs Midi-Pyrénées, nous rejoindra plus tard. Donc Antoine Maurice, élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Toulouse et à Toulouse Métropole, tout va très bien aujourd'hui puisque le maire de Toulouse et donc le président de Toulouse Métropole est en train de peindre la ville en vert. Peindre la ville, c'est assez juste puisque pour l'instant, on voit surtout effectivement sur les outils de chantier de la peinture verte. Mais l'annonce faite lors de ses vœux en début d'année de l'année 2019, la nature en ville, végétalisons Toulouse, pour l'instant, on ne voit pas de changement significatif. En soi, pour nous, c'était un virage, puisque depuis 2014, justement, la politique menée à Toulouse visait plutôt à contresens de l'écologie sur bien des sujets, sur la baisse du bio dans les cantines, sur la fin de l'éco-gestion des espaces verts pendant plusieurs années, même si la loi aujourd'hui ramène la municipalité de plus droit chemin, on va dire. Mais donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas observer réellement une ville qui développait la nature en ville. Et je crois que les faits, malheureusement, montrent qu'au-delà de la communication, pour l'instant, rien ne change, bien au contraire. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller au-delà du discours vraiment dans la pratique, et donc ce qui veut dire que les écologistes ont quelque chose à apporter, et a priori il y a à l'heure actuelle un mouvement qui se dessine avec qui est appelé l'archipel, et donc pour l'instant d'ailleurs Europe Écologie s'inscrit dans cette dynamique-là pour essayer de changer la donne et de motiver aussi les citoyennes et les citoyens à participer et concrètement aussi à la politique de la ville. Tout à fait, je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment transformer la société, il faut se mettre en mouvement avec des citoyens dont beaucoup, on le sait, se sont éloignés des partis politiques. Du coup, même si nous, on affirme évidemment notre projet écologiste et on l'assume, on pense que Archipel Citoyen, ça peut être un outil intéressant pour justement fédérer une dynamique citoyenne. Et c'est aussi montrer qu'à l'échelle locale, on peut effectivement changer beaucoup de choses si on se mobilise à la fois dans l'institution, mais aussi dans les mouvements justement citoyens qui peuvent ensemble transformer sensiblement la politique locale et donc par là même, à notre avis, être aussi les catalyseurs de la transition justement écologique, sociale, économique dont on a besoin plus largement. Alors l'écologie, il y a une conscientisation de ce qui se passe de la part de plus en plus de personnes, mais ça ne se traduit pas forcément au niveau électoral, et on voit bien que donc il y a encore un fossé entre la prise de conscience et le dépôt d'un bulletin de vote. Oui, ça c'est un problème de longue date que vivent souvent les écologistes. Alors là, on arrive dans une période de l'élection européenne où on arrive souvent plus facilement à faire entendre cette autre voix. Et d'ailleurs, bon, si on en croit les sondages, même si je me méfie toujours, c'est vrai que ça a l'air d'être une des listes qui attire le plus, en tout cas, l'électorat autre que le libéralisme incarné par la droite ou par Emmanuel Macron et le national-populisme de Marine Le Pen. Donc nous, on est convaincus que cette autre voie, c'est l'alternative et la seule justement à ces deux échecs, enfin l'échec du libéralisme et le risque du populisme
extrémiste de Marine Le Pen, mais on a du mal effectivement encore à convaincre que peut-être on a un projet global, c'est-à-dire que certains nous disent occupez-vous d'environnement, en fait vous êtes là que pour ça, et d'autres nous disent mais qu'est-ce que vous proposez sur l'économie, etc. Bon, dans la réalité, le projet de l'écologie politique, c'est un projet global de transformation de la société qui donc a une réponse sur tous les sujets, mais c'est vrai que les injonctions sont souvent contradictoires dans la population en général ou dans les partenaires éventuels. Donc du coup, l'écologie peine parfois à se faire entendre. Et j'ai la conviction que justement, à travers le scrutin des européennes là, et derrière justement qu'arrivent les municipales, on va pouvoir enfin démontrer justement ce pensée globale et donc l'intérêt et la nécessité d'avoir des réponses aussi au niveau européen à beaucoup d'enjeux écologiques, et aussi l'action locale justement à travers les municipalités, qui sont effectivement des terreaux de transformation concrète. C'est là que se passent ces initiatives aujourd'hui citoyennes, économiques, qui transforment déjà la société, mais à petite échelle. Et j'ai la conviction que si on arrive à porter à l'échelle municipale, après les européennes, des listes citoyennes et écologistes qui puissent, j'espère, prendre le pouvoir sur les villes, clairement, le réseau de ces villes-là pourrait être vraiment un levier pour moi de contrer justement le système politique, économique et financier qui est au service effectivement du capitalisme aujourd'hui. Donc je rappelle, Antoine Maurice, tu es élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Toulouse et à Toulouse Métropole. Et justement, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a eu une bataille aussi par rapport à l'eau, puisque soi-disant, il y a eu un débat qu'a organisé le président de Toulouse Métropole, mais en fait, c'était un mardi soir, et je crois que le mercredi, ils avaient déjà pris la décision de donner donc la distribution de l'eau à Veolia et le traitement, ou en tous les cas, distribution et traitement à Veolia, et ensuite donc à une autre société, donc je recherche. Voilà, Suez, pour ce qui est de l'assainissement. Donc ça a été vite bâclé, puisque soi-disant que la régie coûterait plus cher. Effectivement, on a eu un débat complètement biaisé depuis le début, où finalement la menace entre guillemets de la régie a été l'occasion pour les grands groupes industriels Veolia et Suez de effectivement tirer au maximum les prix, en tout cas dans la première annonce, pour essayer d'emporter, et donc de l'emporter. Bon, en réalité, Jean-Luc Moudenc, il le démontre quotidiennement. Il est quand même largement au service de ses intérêts privés. Il a déjà fait le choix de privatiser tous les parkings de Toulouse auprès du groupe Indigo. Là, il fait le choix naturel, j'allais dire, par rapport à sa philosophie de confier l'eau et l'assainissement à Veolia, à Suez. Et tout ça, effectivement, au détriment de l'intérêt général, de la gestion des biens communs. Donc, c'est justement parce que je pense qu'on peut gérer autrement une ville que de la confier toujours au privé pour qu'il fasse des bénéfices, que je crois que nous avons une vraie alternative à proposer à Toulouse pour reprendre la main justement. Et au-delà des biens communs dont nous sommes convaincus qu'ils ne peuvent être que traités en régie publique, c'est aussi créer tous ces communs justement de gestion avec les citoyens dans des modèles un petit peu nouveaux comme le propose l'économie sociale et solidaire. C'est comme ça, à mon avis, qu'on arrivera justement à sortir de cette spirale infernale qui vise à tout privatiser aujourd'hui, au niveau local comme au niveau national. Et on le voit à Toulouse aussi avec l'aéroport, qui est l'autre sujet où on confie également un aéroport qui fait des bénéfices au privé, donc toujours la même logique, on privatise les bénéfices et on socialise les dettes. Voilà. Et ce qui fait que quand aussi nous sommes pollués par l'industrie, bien sûr, dans tous les sens, que ce soit des médicaments un peu douteux, comme nous en avons parlé la semaine dernière avec le Levothyrox, la nouvelle formule en tous les cas, que ce soit au niveau des pesticides, insecticides qui sont des poisons et non pas des phytosanitaires, ça c'est trop gentil comme vocabulaire. Donc là, c'est ceux qui engrangent les bénéfices, ce sont ceux qui retirent les dividendes, les aussi directeurs des entreprises et tout ça, qui se partagent le gâteau. Par contre, la dette, c'est nous qui la payons à travers la maladie, donc les conséquences de la dépollution, les conséquences aussi de la sécurité sociale qui finance pour les soins du cancer et tout ça, et la sécu, c'est nous. Tout à fait, ouais. Donc il y a beaucoup de travail. Et puis l'eau, l'air et plein de choses, la terre, ce sont des biens communs. Pourquoi les privatiser ? C'est proprement scandaleux, on va dire.
On est bien d'accord. Mais c'est vrai que face à ça, on peut être tenté d'être un peu dépité ou se demander justement comment on agit. Et c'est pour ça que, même moi qui fais de la politique depuis l'âge de 18 ans, hein, donc depuis 20 ans, j'ai quand même acquis la conviction que c'est à l'échelle locale qu'on est le plus acteur du changement, parce qu'au niveau national, il y a un tel, des tels liens entre le privé et le public, les gens qui sont recyclés de l'un à l'autre. Finalement, l'État, c'est triste à dire, hein, moi je crois beaucoup au public et au service public, mais par contre l'État, pour moi, il est devenu clairement le service du capitalisme, et c'est pour ça qu'on a intérêt au niveau local, créer ces solidarités entre villes, entre agglomérations, pour peser autant face au capital finalement que face à l'État, dont on a vu, quels que soient les gouvernements, que les politiques étaient toutes les mêmes. Merci Antoine Maurice, élu écologiste à Toulouse et Toulouse Métropole. Mais je reviendrai bien sûr vers toi et je me retournais vers un personnage un petit peu mystérieux, Jean-Benoît Mébec, qui est créateur de BD, donc tu crées les bulles et aussi bien sûr tout ce qui est les dessins et c'est bien fichu. Et là, tu as commis deux tomes Cosmo Bacchus, et où j'ai vu apparaître d'ailleurs Lydia et Claude Bourguignon qui seront le 9 mars prochain à Moissac à l'espace Confluence dans le cadre d'une conférence concert Sol majeur des solutions pour une agriculture durable. Et donc ils y sont parce que tu t'intéresses aussi à la biodynamie, mais tu t'étais intéressé aussi précédemment au centre de rétention de Cornebarieux. Donc en fait c'est quand même, on va dire, des BD qui posent des questions et qui ont une forme d'engagement. Oui, tout à fait. Alors, à la base, c'est pas fait exprès, ça doit venir de ma personnalité, je sais pas. C'est vrai que j'avais fait la BD sur le CRA de Cornebarieux, sur le centre de rétention, un peu parce que je m'étais retrouvé dans une assos, dans une manifestation, et je m'étais dit c'est important de le faire. Et après ça, comme c'était une BD assez dure et tout, je m'étais dit je vais faire quelque chose de plus léger. Et j'avais choisi des dégustations de vin avec mon caviste qui était fan de BD aussi. On s'était dit on pourrait faire une BD sur le vin ensemble, etc. Donc c'est parti comme ça. Et je cherchais quand même un sujet un peu consistant pour raconter une histoire. Et moi à l'époque je bois toujours du vin en biodynamie, enfin du vin en général, mais notamment en biodynamie. Et je trouvais ça bien parce que moi j'ai une fibre très écologiste aussi, donc je suis tout à fait convaincu qu'il faut changer d'agriculture. Donc je m'étais intéressé un peu à ça et en creusant la question, j'avais trouvé ça tout à fait étonnant. Donc je m'étais dit là il y a peut-être quelque chose à creuser. Et la biodynamie, c'est un sujet qui est assez d'intéressant, c'est que plus on creuse, plus on trouve. C'est vraiment un filon avec des mines de choses incroyables, extraordinaires derrière. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc à la base, c'était pas engagé, puis ça l'est devenu en trouvant le sujet. Donc c'est là que je me suis dit, bon, ça doit venir de moi, il faut pas que je cherche à faire autre chose. Alors j'ai oublié de préciser que c'est paru aux éditions Edola. Voilà, c'est un petit éditeur qui se trouve sur Angoulême et qui fait des livres tout à fait intéressants, hors les miens. Oui, non, mais les tiens sont très intéressants. Et donc, ce qui veut dire que le personnage qui veut créer une BD et qui accompagne le caviste, en fait, c'est un peu toi. Oui, voilà. Dans les interrogations, en tout cas. Oui, non, c'est clairement moi. Ouais. Le caviste, là, il est fictif parce que après, la personne avec qui j'ai fait le bouquin souhaitait pas y apparaître. Donc voilà, il a pas cette tête-là. D'accord, donc je rappelle Cosmo, Bacchus, Jean-Benoît Mébec, donc tome 1, tome 2. Donc dans le tome 1, on voit apparaître, donc, comme je l'ai dit, Lydia et Claude Bourguignon, parce qu'ils sont porteurs aussi d'une autre dynamique. Qu'est-ce qui a fait que tu les as rencontrés ou Oui, en fait, tout ce que je raconte dans la BD est vrai, en fait. Donc, j'ai suivi une formation de 3 jours, 2 ou 3 jours, je ne sais plus, avec eux, sur la biologie des sols, et avec mon collègue, dans le cadre donc de cette recherche, on va dire, enfin, de ce petit reportage sur la biodynamie. Et c'était très intéressant parce que
Ils nous ont. Alors moi, je dis tout de suite, c'est vrai que je ne sais pas si les auditeurs de cette radio et les gens autour de la table le sont, mais moi, je suis assez critique par rapport à la biodynamie. Donc l'agriculture biologique, je trouve ça très bien. La permaculture, tout ça, c'est parfait. La biodynamie, il y a un truc qui me gêne derrière. C'est que derrière la... Alors, on y viendra après. Donc, les Bourguignons, voilà, c'est des scientifiques donc, qui sortent de l'INRA, qui ont quitté l'INRA parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'y passait, et qui ont monté leur propre labo d'analyse des sols pour l'agriculture, et de la vie des sols, et notamment pour la viticulture, ce qui les intéresse beaucoup. Et donc voilà, j'ai suivi leur formation qui est très scientifique, très rigoureuse. On creuse de la terre au microscope, on regarde tout ce qui se passe dans les plantes et tout, les ions, les membranes, tout ça. Donc c'est très scientifique. Et à la fin, il y a un petit volet sur la biodynamie. Où il nous parle de la biodynamie, et là, ça devient plus du tout scientifique, ça devient pseudo-science, on va dire. Voilà, parce que la biodynamie, c'est une pseudo-science occulte. Voilà, c'est de l'occultisme. En fait, voilà, pour venir à ce que ce que je dis, ce que j'ai découvert dans la BD, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert avec stupeur, c'est que la biodynamie, donc, en fait, c'est connu, c'est que ça vient de Rudolf Steiner, qui est un philosophe, on va dire, autrichien, allemand de la fin du 19e, début 20e, et qui a créé une doctrine qui s'appelle l'anthroposophie, qui est une doctrine spiritualiste qui recouvre tous les aspects de la vie, en fait, puisque pour lui, le monde physique n'existe pas et que tout est éther de conscience. Voilà, et donc tout ce qui existe dans le monde, c'est de l'éther de conscience, donc des êtres divins qui se matérialisent plus ou moins, voilà. Donc, et la biodynamie, ça fait partie de ça. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà. Bon, pour moi, ça pose un problème parce que on est dans un monde qui est déjà infesté partout de fake news voilà. Et je pense que l'écologie est un sujet tellement crucial en ce moment, se dire qu'on ne sait pas où on va, clairement dans 20 ans, on ne sait pas comment sera la planète, qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir des considérations spiritualistes et occultistes pour embrouiller tout ça. Voilà. Donc moi, je milite par ce bouquin, enfin petit à petit, voilà, pour une écologie qui soit... Alors rationaliste, le mot est très compliqué parce que tout le monde est rationnel de son point de vue, mais pour une écologie qui se base sur des observations du réel, voilà. On va dire. Alors, Jean-Benoît Mébec, je rappelle tes deux ouvrages Cosmo Bacchus, donc tome 1, tome 2, aux éditions Edola. Et donc, tu es allé réellement sur le terrain pour t'inspirer et pour écrire cette BD. Finalement, oui. C'est toutes les interrogations que tu as eues, que tu as mises sur le papier et que tu as dessinées aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a interviewé donc des scientifiques, des viticulteurs. Voilà, on a fait un petit tour de France à plusieurs reprises. On est allé à Bordeaux aussi dans le tome 2, on est allé à Vinexpo, parce que je voulais pas aussi qu'on me dise voilà, tu t'attaques à la biodynamie, c'est un peu contre l'écologie. Donc j'ai parlé aussi de l'agriculture conventionnelle, on va dire, et ce que j'en pensais. Donc voilà, j'allais aussi également habillé pour l'hiver, on va dire. Voilà, et puis il faut dire aussi qu'il y a de l'humour. Enfin, j'ai essayé de faire un truc rigolo. Dans ce que je raconte là, c'était pas rigolo, mais la BD, elle est plus sympa que ça. Voilà. Et oui, non, mais donc tout ce qui est raconté, c'est des choses que j'ai fait et que j'ai vues, quoi. Voilà, c'est une enquête en fait. D'accord. Donc prochainement, tu seras détective pour la prochaine BD qui est en cours d'écriture. Ah non, là j'ai une... journaliste. Non, là je suis en train de faire une BD, donc après je ferai le tome 3 de Cosmo Bacchus, qui sont 3 tomes. Et là je suis en train de faire un truc sur la radicalisation islamiste violente, d'après le témoignage d'une fille qui est partie en Syrie, etc. D'accord, voilà, donc c'est tout autre sujet, mais on reste dans l'emprise mentale et dans l'engagement, on va dire. D'accord. Voilà. Je reviens vers toi, bien sûr, dans quelques instants, et je vais m'adresser donc à Romain Kerbourg, qui est maraîcher bio de la ferme des Nozes. Donc, ça se situe où, là? C'est à l'autre bout du monde? Non, c'est pas très loin d'ici, à sud de Toulouse, Muret, encore en dessous, 10 km en dessous, le Foga exactement. Foga, la Vernose, tout ça. Et donc tu es un jeune maraîcher. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le maraîchage bio?
qui est bien sûr soutenu par les plus grands dirigeants de la FNSEA, Monsanto, Bayer et compagnie. Non, je plaisante. Qu'est-ce qui m'a poussé? L'opportunité. L'opportunité, bon non, enfin, j'ai quand même une fibre agricole, grands-parents de cœur de l'Ariège, polyculteur éleveur, j'ai grandi à la campagne, donc voilà. Donc j'ai voulu faire mes études là-dedans, forcément, études classiques, IUT, option agro, voilà, jusqu'à une licence. Je voulais faire conseiller agricole. Puis je suis parti à Nîmes, voilà, la vie fait que je suis parti à Nîmes. J'ai travaillé 2 ans dans les produits phyto, justement. Enfin, pour ne pas dire les poisons. Pour ne pas dire les poisons, ouais. Voilà, après, ça m'a plu, il y a des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont pas plu. Bon, dans tous les cas, je suis rentré, mes parents sont de ce coin-là, moi j'avais envie de revenir dans mes racines. Et puis l'opportunité, voilà, découverte d'une ferme, 3 hectares, un lieu de vie, j'ai dit bon, ben c'est parti, on y va. Et donc à la base, j'étais plus grande culture, moi, avec mon cursus scolaire. Et puis bon, sur 3 hectares, à part du maraîchage, c'est compliqué de faire autre chose. Donc voilà. Suite au boulot que j'ai fait aussi à Nîmes, j'avais une envie d'être mon propre patron, de travailler pour moi, d'être un peu autonome. Donc voilà, du maraîchage, et puis en bio, ça c'était obligé pour moi. J'avais envie de travailler correctement pour moi. Après bio, il y a des choses à redire sur le bio, je trouve que c'est pas parfait non plus le bio à l'heure actuelle. Mais voilà. Mais le bio de proximité peut-être. Voilà. Connaître en tous les cas sa productrice, son producteur. Dans tous les cas, voilà. Un produit, un autre maraîcher pas bio qui est à 10 km de chez moi, je conseillerais plus d'aller le voir lui que d'aller dans un supermarché acheter du bio qui vient de on ne sait où. Donc bio oui, mais aussi il faut penser local, je pense, et voilà, c'est les 2 choses importantes. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, une opportunité, je me suis lancé là-dedans, j'avais plus de projet, voilà, donc ça s'est présenté et j'ai dit pourquoi pas, on va tenter l'expérience. D'accord, donc je rappelle Romain Kerbourg, maraîcher bio de la ferme des Nozes du côté du Faugas. Et donc, qu'est-ce que tu proposes justement comme culture après à la vente? Et est-ce que tu as un point de chute? Tu as ouvert une petite boutique? Ouais, tout à fait, ouais. Sur la ferme, donc le lieu s'y prête assez bien. J'ai un petit bâtiment à côté de la maison où c'est que j'ai mis un petit magasin du coup. Donc je fais de la vente directe à la ferme, les gens viennent. Alors c'est le début, j'ai pas trop de recul, ça fait moins d'1 an que je suis installé. Mais l'idée c'était d'ouvrir tous les soirs ou 3 fois par semaine, le soir et le samedi matin, pour proposer les légumes de la ferme. J'ai aussi 2-3 partenariats avec des gens du coin, je propose du miel, des pommes, voilà, j'essaie de me diversifier un petit peu parce que j'ai un magasin. Mais sinon les 3/4 des trucs, voire plus, viennent de la ferme. C'est du légume maraîchage diversifié, donc légumes de saison, un tout petit peu de fruits et ça va se développer, et j'ai aussi des poules, donc pour les œufs. Des poules pondeuses, voilà. Et puis il y a des choses qui me plaisent, je tente, il y a de la culture pérenne, je fais de l'asperge par exemple, je vais essayer de l'artichaut, donc du classique, du moins classique, voilà, je sais pas trop où je vais encore, beaucoup d'expérimentation, et puis j'apprends un peu sur le tas aussi. Voilà. Et est-ce que tu as obtenu des aides pour l'installation? Tout à fait, ouais. Alors, au début, je voulais pas du tout avoir d'aide de qui que ce soit, je voulais me lancer tout seul. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même une maison, un bâtiment, 3 hectares, ça coûtait un peu de sous, hein. C'est un projet à 200 000 €, on va dire. Moi, j'avais réussi à mettre un peu tout de côté, 10 000 €. J'ai eu la chance d'avoir une avance sur héritage, 50 000, qui m'a permis de convaincre les banques, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que je fasse dans le cadre un peu classique, donc JA, les formations que j'avais. Bon, bref, je suis passé par la chambre d'agriculture en gros et tout ça. C'est le parcours du combattant, tout ça. Je suis pas sûr que 2 heures suffisent pour expliquer tout ça, mais il y a un site internet que je vais monter et où c'est j'expliquerai tout ça. Mais grosso modo, voilà, parcours avec la chambre d'agriculture. J'ai eu 26 000 € d'aide pour m'installer, plus après des petites aides à droite à gauche, 2 000 par-ci, 1 000 par-là, pour du matériel notamment. Voilà, donc très content de ces aides-là. Je peux critiquer énormément l'administration, ça a été le parcours du combattant, mais au final, c'est quand même bien. Ces aides-là, ça m'a permis vraiment de m'aider, de me rassurer, d'avoir quelques années d'avance en trésorerie, parce que du coup, j'ai fait un crédit sur 25 ans à la banque, quoi. Voilà. Donc oui, des aides. Et est-ce que tu commences à dégager un revenu, aussi modeste soit-il? Alors j'ai ouvert le projet, il s'est fait en décembre 2016, ça a commencé, donc tout 2017 ça a été réflexion du projet,
Un an, un peu de formation, je suis allé voir des maraîchers, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de vidéos, enfin voilà, je me suis fait un peu mon opinion. J'ai signé le 22 décembre fin 2017, début 2018, donc mise en culture. J'ai commencé à ouvrir et à vendre des choses en juillet 2018. Donc de juillet 2018, on va dire, à la fin d'année, j'ai pas eu encore le bilan comptable. C'est ça, EcoCert qui me suit. Serre France, pardon, rien à voir, EcoCert, c'est la certification. J'ai fait 10 000 euros, on va dire, de chiffre d'affaires, là, de juillet à décembre. Je sais pas exactement toutes les... C'est un peu ma mère qui, au niveau paperasse aussi, qui m'aide beaucoup, donc j'ai pas tout en tête, mais grosso modo, je pense que j'ai pas perdu, mais que j'ai pas gagné d'argent. J'ai remboursé mes crédits, j'ai remboursé tout ce que je devais rembourser, la MSA, les cotisations, tout ça, et puis voilà. Donc zéro, mais voilà, c'est le début. Donc je rappelle, Romain Kerbourg, tu es maraîcher bio de la ferme des Nozes du côté du Fougas, et il y a un site, je suppose dans tous les cas une page ouverte. Voilà, page Facebook pour l'instant, où c'est que je fais un peu l'actu, je mets les légumes qui sont dispo à la semaine et tout ça. Et puis j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé d'ailleurs, si je peux les remercier là en ligne, c'est cool, je remercie tous ceux qui m'ont aidé sur la ferme, ils se reconnaîtront. Et un site internet où c'est qu'il y aura les prix, les produits du moment, etc. Un petit truc quoi, un petit truc sympa. Et il y aura des photos et tout ça. Et du coup, tu es en relation directe avec les personnes qui t'achètent les produits. Tout à fait, ouais. C'était pas la partie que je préférais au début, je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas, ce côté commerce. Et en fait, on va dire que la majorité des gens sont très contents, très satisfaits. Et il y a une très bonne ambiance, tout le monde est compréhensif s'il y a des légumes qui sont pas très jolis ou j'en ai pas beaucoup. Puis c'est le début, j'ai encore l'excuse du débutant, quoi. Mais ouais, c'est cool cette communauté qui se crée, on va dire. C'est plutôt sympa, même s'il y a toujours des petits raisonnements à droite à gauche de certaines personnes. Dans l'ensemble, c'est super, ouais. D'accord. Voilà. Merci pour ces précisions. Et puis nous avons dans le studio Lucie Barbier. Bonjour. Bonjour. Donc tu es là parce que le journalisme aussi t'intéresse. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Et je salue au passage Pascal Barbier. Oui, mon papa qui est conseiller municipal Europe Écologie à Plaisance, oui. Non, le journalisme, oui, ça m'intéresse parce que j'ai baigné dedans du coup avec un père assez engagé et du coup c'est un métier qui paraît pour moi assez évident compte tenu de mes envies d'engagement aussi, mais pas forcément au niveau associatif, plus au niveau sensibiliser, informer, parler aux gens. Donc tu travaillerais peut-être sans doute pas pour Valeurs Actuelles. Non, c'est difficile, ouais. Est-ce que ce serait du journalisme écrit, télévisuel, radiophonique Je suis encore très ouverte à tout. Enfin, je teste. Je suis encore en plein d'interrogations sur ce que je veux. D'accord. Mais donc, tu aurais quand même une orientation dans le sens où tu souhaiterais travailler pour des médias qui sont ouverts à l'écologie, au social, à toute l'interrogation sociétale. Oui. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de médias qui sont entre les mains maintenant de dirigeants de transnationales aussi. Oui, mais j'ai envie d'apporter quelque chose et du coup, c'est vrai que certains médias, si je pouvais éviter, ce serait quand même plus intéressant pour moi et pour les autres aussi. Donc Lucie Barbier qui va avoir son bac avec mention très bien. Et ensuite passer les concours. Et c'est plutôt Lille qui t'intéressait parce qu'il y a Sciences Po et derrière l'école de journalisme qui est réputée. Oui, d'accord. C'est ça. Et pas pour le temps, bizarrement. Est-ce que Lille, après, c'est vrai qu'au niveau météo, c'est pas la même chose qu'en Occitanie, qu'à Toulouse. Après, la ville est belle aussi. Oui. Est-ce que tu aurais des questions à poser à nos invités dans le studio? Non, pour un training. Non, alors, je m'adresse à nouveau à Antoine Maurice, élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Toulouse et à Toulouse Métropole. Donc, pour faire avancer les idées en étant dans la minorité, quelquefois la majorité les récupère, mais c'est quand même pas évident. C'est un peu, des fois, ras-le-bol.
C'est vrai que le système actuel, il est quand même assez binaire, on va dire, entre une majorité et une opposition, et il n'y a pas de réelle possibilité de construction à différents niveaux. Enfin, je veux dire, d'être force de proposition à des moments donnés, voire d'arriver à faire avancer des projets. Donc, on est plutôt des commentateurs, globalement. Le seul axe sur lequel on peut vraiment agir, c'est à travers les vœux qu'on peut déposer au conseil municipal ou métropolitain. Et il nous est arrivé, rarement, c'est vrai, de faire avancer des sujets. Et l'exemple le plus récent, c'est au conseil de métropole en fin d'année 2018. On avait fait un vœu pour la mise en place d'une prime air-bois, c'est-à-dire une prime pour aider les gens qui ont chez eux, en gros, une cheminée en foyer ouvert, à pouvoir installer un foyer fermé avec les labels qu'il faut justement pour réduire sensiblement la pollution de l'air. Parce que c'est vrai que la pollution de l'air, en grande partie, elle est due au transport. Mais il y a quand même, en termes de particules fines, une pollution importante par les cheminées à foyer ouvert qui polluent beaucoup, et notamment en milieu urbain. Donc du coup, évidemment, pour ceux qui se chauffent notamment avec les cheminées, l'idée, c'est pas de leur dire d'arrêter de se chauffer, loin de là. Et à travers cette prime, c'est l'idée d'accompagner les gens justement à pouvoir, en gros, installer ce qui pourrait être l'équivalent d'un insert pour aller vite, même si c'est pas exactement, il y a différentes formes aujourd'hui qui peuvent permettre d'avoir un effet quand même toujours de cheminée chez soi. Et ça a été accepté par la majorité. Donc ils ont voté le vœu et ils l'ont mis en place là en début d'année au conseil je sais plus, de février, là, au dernier conseil de métropole. Il y a eu la mise en place de cette prime air-bois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les habitants de Toulouse Métropole peuvent avoir une aide, donc qui est modeste quand même, 500 €, s'ils veulent changer leur cheminée ouverte en foyer fermé. Voilà. D'accord, donc c'est quelquefois la voix des écologistes est entendue et mise en pratique au niveau des idées et des propositions. Et justement, comme tu parlais de pollution atmosphérique, ce qui peut faire aussi de les limiter, de les éliminer, c'est de développer plus les transports en commun. Et est-ce que justement la 3e ligne de métro est la bonne solution ? Je pense que même pour la pollution de l'air, il y a beaucoup d'actions à mener. Il faut quand même être modeste. Il n'y a pas une solution. Bien sûr, il y a les transports en commun, mais il y a aussi et d'abord réduire au maximum l'utilisation de transports tout court, c'est-à-dire favoriser déjà la piétonisation en centre-ville ou à l'échelle de villages, etc., au cœur. Développer aussi fortement le vélo. On y pense, on sous-estime vraiment la possibilité de se déplacer en vélo, y compris pour des distances qui peuvent paraître longues, sachant que près de la moitié des transports, des déplacements font moins de 5 km, donc ça reste des distances où on peut largement utiliser aujourd'hui un vélo ou un vélo à assistance électrique. Et donc c'est un axe sur lequel déjà je trouve qu'on n'agit pas assez, et la majorité notamment ne met pas assez de moyens là-dedans, avec des pistes cyclables sécurisées, des réseaux express vélo, pour évidemment rendre le vélo attractif, parce qu'aujourd'hui je comprends que beaucoup de gens aient peur de se déplacer en vélo à Toulouse. Et ensuite effectivement c'est les transports en commun qu'il faut développer massivement, et là-dessus on a des débats sur le projet de déplacement urbain de la majorité, puisqu'en gros ils ont supprimé tous les projets de tramway, de bus à haut niveau de service pour cette unique, on va dire, ou quasi unique 3e ligne de métro, qui est extrêmement chère déjà, qui va coûter très cher et qui va arriver dans plus de 10 ans, sachant que grosso modo le tracé de la 3e ligne est très toulouso-toulousain, donc on ne va pas permettre à bien des habitants justement de l'agglomération de pouvoir passer de la voiture au transport en commun. Donc ça ne résoudra pas l'essentiel des problèmes de saturation du périphérique à Toulouse. C'est ce que nous déplorons et nous disons. Sauf qu'évidemment, les choses avancent et à un moment donné risquent d'être inéluctables. Donc il faudra, s'il y a un changement de majorité, voir comment limiter peut-être cette 3e ligne de métro, puisque le projet avançant, peut-être qu'on sera contraint quand même de le faire en partie, mais peut-être limiter son tracé pour regagner des marges et redévelopper un vrai maillage de transport en commun à l'échelle de l'agglomération et pas que Toulouse. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part,
ce projet a été pointé du doigt par la Cour des comptes. Oui, par rapport à la soutenabilité financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, ce projet pourrait nous plomber financièrement et donc engager, quelles que soient les prochaines majorités, engager durablement la collectivité sur un endettement trop important. Alors indirectement, c'est toute la difficulté d'ailleurs dans les débats à faire comprendre aux habitants, parce qu'on peut les tromper en séparant la ville, l'agglomération et TICO, qui est le syndicat des transports. Nous, on prône souvent une vision consolidée de tous ces budgets pour avoir vraiment une vision de la capacité effectivement d'investissement de notre territoire, sachant que Toulouse pèse 2/3 de la métropole et que la métropole pèse 98% de TICO en termes de financiers. Donc du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on surendette TICO. Mais qui va devoir payer la dette de TICO? C'est bien Toulouse Métropole et au sein de Toulouse Métropole, indirectement aussi la ville. Donc aujourd'hui, on nous vend une ville de Toulouse, effectivement, qui est très peu endettée, ce qui est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, la métropole est en train de s'endetter fortement, pas que par rapport au transport, mais aussi par les choix qui sont faits d'investissements majeurs, comme le parc des expositions, comme les financements qu'on va devoir flécher sur la ligne à grande vitesse, qui, pour nous, écologistes, ne sont pas des projets prioritaires. La ligne à grande vitesse, ça coûte extrêmement cher pour peu de déplacements du quotidien, et ça se fait justement au détriment des transports du quotidien. Et le parc des expositions, c'est un projet qu'on a toujours pointé comme étant trop grand, trop loin, et là aussi qui nous plombe financièrement, alors qu'on a besoin aujourd'hui d'investir plutôt pour l'avenir. Et il me semble que l'avenir, c'est pas ces investissements plutôt inutiles, c'est plutôt les besoins du quotidien en termes de transport, d'emploi, de qualité, de l'alimentation, etc. Donc je rappelle, Antoine Maurice, tu es élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Toulouse et à Toulouse Métropole, et tu parlais des pistes cyclables, et effectivement, voilà, j'ai 2 ronds-points très dangereux à passer, et c'est pour ça que j'utilise plus les transports en commun que le vélo, quand je dois venir du côté du centre-ville Toulouse, voire à Radio Occitanie. Je comprends. Il y a un gros travail à faire là-dessus, mais c'est vrai que c'est par contre un axe, je trouve, qu'on sous-évalue en termes de possibilité de report justement de la voiture vers les vélos. Si on avait, comme le font d'autres pays, on a des pays du Nord, au Danemark, en Suède, etc., il y a des pays qui montrent que c'est vraiment possible d'avoir une part de déplacement en vélo important, quoi. On est à 3% aujourd'hui à Toulouse Métropole. Et du coup, on va dire que les élus de la majorité qui prennent très peu le vélo ou les transports en commun vont dire « Oh, mais il y a très peu de déplacements à vélo, donc pourquoi investir quelques dizaines de milliers d'euros ? Oh, il vaut mieux les mettre en le bitume pour développer les routes et la seconde couronne de rocade, peut-être ». Oui, mais justement, on parle en termes d'argent, justement, c'est sans commune mesure. On parle de plusieurs milliards pour la 3e ligne de métro. Pour les vélos, l'association locale de pieds de roue a fait une étude qui démontre qu'avec 400 millions d'euros, on permettrait vraiment d'avoir un gros report de la voiture individuelle vers les vélos sur notre agglomération. Donc en termes de coût, je veux dire, l'investissement, au contraire, je pense, est très bien rentabilisé par vraiment l'impact que ça aura sur la diminution de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre, puisque le vélo ne produit rien, si ce n'est dans sa construction un petit peu peut-être. Ouais. Mais je veux dire, c'est zéro émission quand même les transports en commun ne sont pas non plus... polluent quand même un petit peu aussi. Donc je veux dire, c'est vraiment un axe où on a trop une culture dans notre pays, en plus de vélo de loisirs, etc., alors que ça pourrait devenir un vrai mode de transport du quotidien. Et oui, l'énergie, c'est la nôtre, celle des muscles développés, donc il vaut mieux se nourrir de manière, effectivement, et il vaut mieux se nourrir de manière écologique, parce que si on mange, je sais pas, des hamburgers là, du clown, c'est pas forcément la meilleure énergie, par ailleurs. Allez, Jean-Benoît Mébec, donc toujours créateur de BD Cosmo Bacchus, paru aux éditions Edola. Donc toi, je crois que tu es du côté de Tournefeuille par là. C'est donc, ça.
pratique. Est-ce que justement pour les transports en commun et tout ça aussi, c'est peut-être une BD. Remarque que tu as le temps peut-être si tu prends les transports en commun de dessiner, d'observer et tout. Non, mais je roule beaucoup en vélo, effectivement. Ouais. Là, je suis venu en vélo, donc voilà. Ça D'accord, se fait, donc voilà. Chapeau. Et ouais, c'est vrai qu'en plus, comme je suis justement auteur de BD, je passe beaucoup de temps à pas bouger sur ma planche à dessin, donc ça me fait du bien en plus de rouler un peu, voilà. Donc quand j'ai un déplacement, je le fais en vélo, voilà. Effectivement. Et en plus, on est en meilleure santé. Le prochain enquêteur peut-être va se déplacer à bicyclette. Oui, j'ai pas réfléchi à ça encore, mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Ça pourrait le... Ouais. Ah, mais remarquez, dans le tome 2, on fait une partie du trajet en vélo. Et on dit, c'est moins harrymanien, parce que il faut savoir, dans le tome 2 s'appelle Harryman, le tome 1 c'est Lucifer, et Harryman c'est le démon de la technologie, justement, parce qu'il faut savoir que l'anthroposophie, c'est une doctrine tout à fait... contre la technologie, toute technologie, puisque la technologie est sous l'emprise du démon Harryman. C'est lui c'est le démon du vice, du matérialisme, du repli sur soi et de la technologie. Donc le vélo, sachez-le, c'est beaucoup moins harrymanien que le train ou la voiture. Voilà. D'accord. Merci pour ces précisions. Alors, mais c'est intéressant. Ça veut dire que tu t'es intéressé, tu as enquêté. Ah, oui, je veux dire, c'est tout un travail aussi. Vraiment. Alors, en fait, ça me prend la tête tout le temps, quoi. Dès que je vois un truc, j'ai des amis Facebook qui m'envoient. Alors, j'ai des mystérieux informateurs qui m'envoient des trucs sur l'anthroposophie par message je lis plein de bouquins. Là. C'est vrai que ça prend la tête, quoi. Je veux dire, ça, voilà. Quand on commence à s'intéresser à ce truc-là, c'est un piège pour le cerveau, en fait. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, libérer les cerveaux. Laisser du temps pour la réflexion, bien sûr, pas pour aller chez le clown. Hein. Non. J'ai dit tout à l'heure. Donc, je rappelle Jean-Benoît Mébec. Cosmo Bacchus, tome 1, tome 2, tome 1, Lucifer et tome 2, donc, Harryman. Et ça, tout ça aux éditions et Dola. Allez, je voulais vous proposer de marquer une pause en chanson et c'est avec le groupe Melting Blow. Donc ça s'appelle El Muro. Melting Blow qui a été cofondé par celui qui a aussi composé l'indicatif, c'est-à-dire Damien Moretto. Et le groupe a été sélectionné pour une demi-finale. Et ça, je vous en dirai plus tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me suis trompé parce que j'ai mis le conducteur pour Edgar, c'est moi qui l'ai, et vice-versa. Donc, allez, nous écoutons Melting Blow et ils viennent de sortir leur premier album. À tout de suite. Dueño sin saber, líder sin querer, qué fácil es la ignorancia que te alza hasta el poder. Fruto de un sistema injusto, fruto de un error. Nadie sabe, nadie entiende qué pasó. Un insulto aquí, un desprecio allí, retroceder. Años de negociaciones y ofender. A todos a la vez, pasa nada. Miénteme, dime las cosas, recuerdos que quiero ver. Haces de miles de vidas.
Voilà, donc c'était le groupe Melting Blow qui sort son premier album et qui sera donc à la demi-finale, puisqu'il a été sélectionné pour le tremplin du Rockton Bled qui aura lieu à l'usine à musique le samedi 13 mars de 19h à minuit, rue Louis Bonin à Toulouse, 31 200 pour le code postal. Et donc, juste avant de nous tourner vers notre invité qui vient d'arriver encore, alors ça pique avec cet invité-là, mais Jean-Benoît Mébec, donc je rappelle, tu as commis plusieurs BD, les plus récentes Cosmo, Bacchus, tome 1, Lucifer, tome 2, Harryman aux éditions Edola, et donc très prochainement tu vas aussi signer tes ouvrages dans une librairie qui est du côté de Plaisance du Touche, sauf erreur de ma part. C'est ça, c'est la librairie L'Exemplaire qui s'est ouverte il y a quelques mois, c'est tout récent, à Plaisance du Touche, qui est une librairie notamment spécialisée dans le cinéma et la BD, qui est un très chouette endroit donc où il faut aller. Et donc je vais signer là-bas le 16 mars de 10h à 18h pour un peu le lancement du deuxième tome, parce qu'il est paru le 7 février. Donc voilà, c'est ma première dédicace un peu à l'extérieur, à part Angoulême où c'était en avant-première. Donc je l'ai réservé à cette librairie qui me paraît tout à fait intéressante. D'accord. Et donc, puisque tu as parlé d'Angoulême, je crois que donc, tu nous as dit que cet petit éditeur était d'Angoulême. Comment s'est passée la rencontre justement avec l'éditeur et les éditions Edola ? En général, les rencontres d'éditeurs et d'auteurs se font surtout par cooptation, de bouche à oreille et tout. Mais moi, en fait, ça fait pas très très longtemps que je fais de la BD. Enfin, ça commence à faire, mais au départ, je connaissais personne. Donc, moi, ma technique, c'est d'envoyer des PDF de mon projet à plein d'éditeurs, notamment ceux qui ont exposé à Angoulême et qui ont un catalogue qui pourrait coller. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Edola. C'est un éditeur qui fait des livres plutôt engagés, on va dire, pas systématiquement, mais il y en a beaucoup sur aussi le féminisme, des choses comme ça, la peine de mort, voilà. Il y a un bouquin sur la peine de mort qui est sorti en même temps. Et donc, ça s'est bien passé avec eux. Donc, voilà, on est parti comme ça. D'accord. Donc, Jean-Benoît Mébec, Cosmo, Bacchus, tome 1, Lucifer, tome 2, Harryman, donc en signature dès le 16 mars, de 10 à 18h. Où ça ? À la librairie L'Exemplaire, à Plaisance du Touche. D'accord, merci. Et donc, tu as croqué des personnages qui sont très intéressants, quand même, qui s'appellent Lydia et Claude Bourguignon, qui seront le samedi 9 mars de 15h à 18h30 à l'espace Confluence à Moissac, sur le thème donc sol majeur des solutions pour une agriculture durable, et avec aussi un concert qui sera donné par Orkia Dorio que nous avions reçu, et nous avions eu Claude et Lydia Bourguignon aussi au téléphone. Et donc pour les réservations, c'est www.alternat-du6presse.com, téléphone 06 80 71 57 46, 06 80 71 57 46. Radio Occitanie, et en particulier l'émission Passerelle, est partenaire. Et donc nous avons dans le studio Olivier Fernandez, le président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées. Donc les abeilles, est-ce qu'elles ont encore la possibilité, est-ce qu'elles ont encore la force de piquer et de produire du miel ? Bonjour Christian. Alors les abeilles, oui, elles peuvent piquer lorsqu'elles sont en danger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont un peu en danger, donc on pique un petit peu par à coup. Et là on était pendant 10 jours au centre de l'agriculture à Paris pour rencontrer les différents acteurs et puis essayer d'avancer sur les dossiers. Et c'est vrai qu'on est un petit peu toujours inquiet de voir comment la question des pollinisateurs est pas forcément bien prise en compte. Je relayerai uniquement les paroles d'Édouard Philippe et de Didier Guillaume à mon encontre, puisqu'ils ont eu comme réponse « Les abeilles, ça suffit » en chœur. Ah bon ? Donc voilà un petit peu l'ambiance au Salon de l'Agriculture avec le gouvernement français. Ah, donc nous pouvons être inquiets s'il n'y a pas de changement au niveau gouvernemental, et finalement on peut se dire que Nicolas Hulot a bien fait de démissionner.
Alors bien fait, je sais pas, parce que pour nous c'était un bon relais. Il reste François de Rugy qui nous a assuré d'une rencontre prochaine pour pouvoir faire un peu le bilan sur ces questions-là. Donc ça c'est déjà pas mal, mais il faudra voir quelle est sa marge de manœuvre et je pense qu'elle n'est pas très importante. Mais effectivement, j'invite l'ensemble des militants En Marche à écrire à leur mouvement, à leur gouvernement, pour bien leur signaler que la question des pollinisateurs n'est pas une question anecdotique, puisque une fourchette sur 3 que nous consommons chaque jour dépend directement de la pollinisation faite par les abeilles, et que dire les abeilles ça suffit, ce n'est pas digne d'un Premier ministre ou d'un ministre de l'Agriculture. Non, ça veut dire que concrètement, il a dû être encore phagocyté par les dirigeants de la FNSEA et par les transnationales qui vendent leur poison. Et comme parce que derrière aussi, il y a quand même des projets de créer des mini robots pollinisateurs, sauf erreur de ma part. Tout à fait, il y a des drones qui sont à l'étude par 2 sociétés japonaises et américaines pour remplacer l'abeille, puisque l'abeille fait un travail gratuit estimé à 153 milliards de dollars dans le monde, et donc ça fait un marché de 153 milliards de dollars potentiellement pour ces firmes-là. Petite anecdote, on est en procès au niveau national contre plusieurs entités, notamment l'UPP, qui est l'Union des syndicats producteurs de pesticides. Et le procès va avoir lieu dans quelques semaines au niveau du Conseil d'État. En fait, ils attaquent l'interdiction française d'utiliser des insecticides tueurs d'abeilles qu'on appelle les néonicotinoïdes. Donc c'est interdit depuis le 1er septembre et le ministère de l'Environnement est attaqué par les firmes. Donc au niveau du syndicat national, le SNA, nous sommes partie intervenant volontaire, c'est-à-dire qu'on s'est mis aux côtés du ministre pour défendre le ministre dans ce dossier face aux firmes. Et les firmes sont toujours présentes au Salon de l'Agriculture. Et cette année, nous étions avec une équipe de Toulouse de France 3, on cherchait à faire une interview contradictoire avec eux et nous avons eu beaucoup de mal à trouver leur stand. Le stand c'était le B56, on s'en rappelle, parce qu'on est passé 4 fois devant, on l'a pas vu et on a réussi à le trouver uniquement grâce au logo. J'ai reconnu le logo à un moment donné, puisque sur le salon de l'agriculture, eh bien, l'Union des pesticides ne s'appelait plus l'Union des pesticides, mais s'appelait le siècle vert. Pour vous dire si c'est pas beau, le siècle vert. Donc tout un marketing, et c'est ce qu'on nous a dit sur le stand, c'est pour le marketing qu'on s'est appelé le siècle vert. Voilà. Et en plus, dans leur stand de présentation, sur l'étagère avec l'ensemble des produits phyto qu'ils peuvent vendre, il y avait au milieu une ruche pour montrer que c'est tout à fait compatible, le message est bien passé, et nous les en remercions. Oui, donc Olivier Fernandez, je rappelle que tu es président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées, mais pas que, puisque tu as des responsabilités aussi au niveau national. Voilà, je suis secrétaire du SNA, le syndicat national d'apiculture, qui regroupe 22 000 apiculteurs, et puis je siège à l'interprofession apicole et à France Agrimaire. Alors l'interprofession, c'est quoi ? C'est en fait toutes les filières agricoles se rassemblent entre le collège amont et aval, c'est-à-dire entre les producteurs et les distributeurs, pour essayer d'avancer sur des sujets communs. Donc nous, c'est un petit peu compliqué de trouver des sujets qui font consensus. Vous l'imaginez autour de la table avec par exemple la FNSEA ou avec les grandes distributions, puisque nous, on est par exemple contre les pesticides, la FNSEA pas forcément, et la grande distribution et la grande distribution est pour continuer à vendre du miel d'origine monde, et nous, on est plutôt pour une origine France ou Chine marquée sur le pot, même si aujourd'hui, cette année, la Chine arrête d'exporter son miel sous le nom Chine, parce que c'est pas très vendeur. Maintenant, c'est vendu sous RPC, République démocratique de Chine, et pas du Congo. Et donc, voilà, on essaie d'avancer sur ses origines. C'est un travail assez long. Et puis ensuite, au niveau de France Agrimaire qui est l'organisme du ministère de l'Agriculture qui s'occupe de gérer les aides de la fameuse PAC européenne et autres aides agricoles qui viennent de l'Union européenne et qui sont réparties après pour les différentes productions. Et l'apiculture a un budget de 7 millions d'euros pour le niveau national, ce qui est assez peu en fait, et qui pose pas mal de problématiques parce que on est obligé de se battre pour garder notre argent. Une petite anecdote,
sur cet argent, ça finance les scientifiques qui travaillent sur l'abeille, ça finance les professionnels pour les aider à acheter des essaims pour renouveler face aux mortalités importantes, puisqu'on perd à minima aujourd'hui 35%, c'est le chiffre officiel de ruches, mais on est souvent plutôt aux alentours de 50% avec le renouvellement dans l'année. Et puis ensuite, il y a une enveloppe qui est allouée à différentes appuis techniques pour l'apiculture. Et dans le cadre de cette enveloppe appui technique, le ministère de l'Agriculture a créé l'an dernier un observatoire des mortalités apicoles. Ça, c'était Stéphane Travers, le ministre que j'avais proposé de remplacer Édouard Philippe, a créé cet observatoire sur 2 régions, c'est-à-dire que lorsque on a réussi à le sensibiliser sur les mortalités, eh bien lui il a dit on va créer un observatoire. Donc ça c'est quand même assez formidable, c'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'on en parle dans tous les journaux et lui a décidé de créer un observatoire. Et cet observatoire, eh bien sûr, plutôt que de le financer sur ses fonds, il a préféré le financer sur le fonds des apiculteurs. C'est quand même énorme. Oui. Et là, cette année, on nous a proposé d'étendre cet observatoire à 2 nouvelles régions, parce que vraiment, il y a vraiment un problème sur les 2 régions qu'ils ont observées. Donc, ils vont étendre sur 2 régions de plus. Donc, on en a pour des années avant d'arriver sur l'ensemble de la France à ce rythme-là. Et bien sûr, de prendre une enveloppe sur le budget des apiculteurs. Donc nous sommes intervenus pour nous opposer à cette décision qui n'a pas eu de consensus, donc on doit refaire une réunion sur ça, parce que, comme on leur a dit, il semble quand même un petit peu contradictoire de créer un observatoire, de demander aux apiculteurs de financer cet observatoire et dans le même temps d'autoriser un nouveau néonicotinoïde qui s'appelle le sulfoxaflor et contre lequel nous avons réussi à obtenir une interdiction définitive il y a 15 jours grâce à notre avocat, mais ça nous a coûté quelques milliers d'euros de frais de procédure devant le tribunal administratif et le Conseil d'État. Alors, Olivier Fernandez, nous avons l'impression que finalement l'histoire se reproduit à tous les niveaux. Il y a des batailles, notamment contre le projet démentiel de la Ménude sur le plateau de Plaisance-du-Touche, donc avec une e-bail et donc aussi un collectif qui se bat et qui bataille et qui a gagné plusieurs batailles au niveau de la justice justement, mais ça fait rien. Une e-bail repart, c'est une manière d'épuiser à la fois les fonds et les personnes, quitte au fait qu'elles disparaissent et qu'elles se suicident parce qu'elles en ont marre. Enfin, je veux dire, c'est quand même dramatique. Ça veut dire que, et là, des transnationales qui attaquent le gouvernement français, donc à travers les TAFTA, CETA et compagnie, ça veut dire que maintenant ce sont les dirigeants des transnationales qui mènent le monde et que finalement nos gouvernements sont des gouvernements de pâte-coquille quelque part. En tous les cas, nous pouvons nous poser ces questions-là. Et c'est pareil pour les invités, bien sûr, qui sont autour de la table. Oui, réagir. C'est sûr, c'est pareil pour toutes les problématiques, mais est-ce que c'est un problème actuel ou est-ce que c'est un problème de la société des hommes ? Je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à notre espèce. Donc on est quand même là dans un jeu souvent de pouvoir, d'influence, d'argent, et donc quels que soient les régimes, eh bien on voit qu'il y a toujours ces problématiques et qu'après ça dépend aux citoyens s'ils se mobilisent. Je parlais tout à l'heure des militants En Marche, c'est quand même eux qui vont après choisir leurs représentants dans leur groupe, que ce soit pour En Marche ou tous les autres partis politiques, et qui vont voter les investitures. Tout le monde a des idées politiques, tout le monde peut s'investir dans un parti politique s'il le souhaite. Je ne demande pas à tout le monde de s'investir, mais quand même on pourrait influencer grandement sur les candidats qui sont mis en face, parce qu'après nous, en tant qu'association, ONG, syndicat, on retrouve ces personnes-là dans les décisions, et c'est effectivement parfois un petit peu compliqué après de ne pas baisser les bras, parce que ça se reproduit tout le temps, et puis les moyens sont énormes en face. Il y a quand même des hasards fous. Je vais vous donner un autre hasard. Il y a 15 jours, le ministère de l'Agriculture s'est fait pirater son listing mail de tous les apiculteurs français. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça arrive, un piratage. On a fait un petit courrier au ministre de l'Agriculture, on attend des nouvelles. Dans le même temps, notre président national a eu son disque dur piraté. Dans le même temps, le compte Twitter du syndicat national d'apiculture a été piraté. Voilà, ce sont quelques petits exemples, et encore un autre que je ne citerai pas, mais voilà, le même jour, beaucoup de pirates se sont intéressés à l'apiculture. Donc nous pouvons nous interroger, justement, il faudra mettre sans doute l'auteur de BD Jean-Bernard
Jean-Benoît, Mébec sur la piste, parce qu'il va se transformer en détective, peut-être pour arriver au bout et trouver qui sont ces farceurs, non, ces dangereux personnages qui récupèrent comme ça des informations. Donc aussi Olivier Fernandez, donc président notamment du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées, il y a des choses qui vont se passer en fin de semaine, sauf erreur de ma part, du côté de Saint-Martin-du-Touche. Oui, c'est même en milieu de semaine, c'est mercredi soir. Mercredi soir, vous êtes tous invités à la salle de Saint-Martin-du-Touche de la mairie annexe, 2 rue Santenac. Et bien, chaque premier mercredi du mois, on fait une soirée ouverte à tous, avec un thème en lien autour de l'apiculture. Et ce mois-ci, c'est le professeur Yves Lecomte qui dirige l'INRA au niveau d'Avignon, qui va venir nous présenter la problématique d'un parasite de l'abeille qui s'appelle le varroa. Et puis, en seconde partie, il va nous parler de l'effet du changement climatique sur l'apiculture, puisque cela aussi a un effet important sur les ressources. On le voit bien cette semaine avec le réchauffement qui se transmet là au niveau des bourgeons des arbres, puisque là ça commence très tôt la saison apicole pour nous, et ça va être une problématique plus tard s'il y a des gelées, et puis cet été parce qu'il y aura un manque de nourriture. Et donc voilà, on est très sensible aussi à ce problème-là. Donc bienvenue à partir de 20h30. Alors, pour rappel, il y avait une grande foire au miel qui était organisée, qui a dû être annulée, mais du coup ça a coûté très cher au syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées. Alors comment peut-on faire? Visiblement on peut adopter des abeilles ou en tous les cas des ruches, enfin il y a plein, ou s'intéresser à l'école d'apiculture. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, la foire au miel Place du Capitole a dû être annulée à cause des violences en marge des manifestations. Et donc c'est vrai que le coût est assez important pour nous, puisqu'il est de 23 000 euros. Donc pour nous soutenir, vous pouvez effectivement parrainer des abeilles au niveau de notre rucher école. Vous pouvez acheter des livres d'apiculture que nous vendons, notamment avec Gérard Fressange qui vient souvent sur ce plateau. Vous pouvez offrir des stages d'apiculture, des journées de découverte au sein de votre entreprise, ou pour vous en tant que particulier, ou sinon vous inscrire au cours d'apiculture. Donc il y a tout un tas de choses, ou faire un don, puisqu'on est reconnu d'intérêt général, c'est déductible de vos impôts. Et donc vous retrouvez tout ça sur notre site internet apiculteurmidipyrénées.fr. Et c'est vrai que voilà, tout ce que vous pouvez faire pour nous aider ou relayer, même si c'est que 10 euros, eh bien ça nous sert, parce que comme vous le voyez, on a pas mal de sujets où en plus de faire de la formation, eh bien on essaie de protéger au maximum l'ensemble des insectes pollinisateurs, et c'est grâce au soutien de tous ceux qui contribuent à ces actions. Alors Olivier Fernandez, tu n'es pas venu seul ce matin, puisque tu es accompagné, c'est une supportrice qui est là pour défendre les abeilles. Stagiaire en Master 2 du droit de l'environnement. Alors, ton prénom et ton nom? Alors, Terzik Anouchka, Anouchka Terzik. Donc, je sors juste de mes études, 5 années de licence à Université Toulousain-Capitole. Et actuellement en stage au syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi pour ton stage le syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées? Eh ben, grâce à cette belle rencontre d'Olivier Fernandez sur le stand de notre association du Master 2 droit de l'environnement. D'accord. Et donc, ton objectif, c'est d'aller dans ces métiers-là, parce que malheureusement, on se rend compte, j'ai eu plusieurs invités, qu'il y a un discours, mais derrière, pour passer aux actes et pour aussi embaucher les personnes, c'est autre chose. On peut-être préfère embaucher des bétonneurs, bitumeurs, que des personnes sensibles à l'écologie, à l'environnement. Tout à fait, tout à fait. Là n'est pas le problème, mais avec de l'ambition et avec des bagages, ou avec toutes pas trop loin du micro, s'il te plaît. Très bien. Avec par le biais des études, on peut tout à fait réussir à essayer de défendre nos idées, et donc essayer de... notre projet était d'être avocat. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, mais voilà. D'accord. Et est-ce que, par exemple, il y a des jeunes qui organisent des manifestations pour le climat, et il y en aura une d'ailleurs le 15 mars prochain. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive et qui t'interpelle aussi? Oui, tout à fait.
Tout à fait. Je suis prête à revendiquer, à manifester, à être présente de façon pacifiste, toujours de façon pacifique, et manifester pour défendre nos droits, nos idées, et défendre l'environnement et la terre. Ok. Merci pour ces précisions. Allez, donc autour de la table, nous avons donc un maraîcher bio aussi qui est là, Romain Kerbourg, donc maraîcher bio de la ferme des Nozes au Foga. Donc là, tu as entendu le porte-parole des abeilles. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est plutôt, t'arrives à être apiculteur encore avec tout ce que tu fais. C'est chapeau quoi. À mi-temps, ok. Tu te remets le micro. Alors, à mi-temps. À mi-temps. Ok. Non, c'est bien. Hein, tout ce que tu fais, c'est cool. Les abeilles, c'est intéressant. Après, je suis pour les apiculteurs. On est collègues de métier, je pense. Mais il n'y a pas un problème où, enfin, je sais pas. Il y a des gens qui sont des bons apiculteurs ou pas, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais on parle de biodiversité, on parlait de pollinisateurs de manière générale. Est-ce que l'apiculture pure et que l'abeille, je ne sais pas laquelle c'est là, qu'on cultive pour le miel, ça ne pose pas un petit peu problème à un moment donné à tous les autres pollinisateurs qui peuvent exister, notamment les abeilles solitaires, autres, sans être un spécialiste. Alors, voilà, je sais pas. En fait, l'ensemble des pollinisateurs subissent les mêmes problématiques que l'abeille. Ouais. La différence, c'est que nous, on est les seuls à nous occuper d'un pollinisateur et l'abeille, parce qu'elle produit du miel, du pollen, de la propolis et de la gelée royale et de la cire. Ouais. Et donc, on voit ce qui se passe sur ce pollinisateur. Et il n'y a pas trop d'abeilles comme on peut effectivement l'entendre, puisque l'étude qui a été sortie, c'est une étude financée par les firmes qui veulent faire passer effectivement ce message, qu'il y aurait une concurrence apiculteurs et autres pollinisateurs. Donc il n'y a pas de concurrence, bien évidemment. Quand il y a des transhumances par exemple sur des grandes cultures, sur le colza, le tournesol, il va y avoir une concurrence, mais on n'a pas d'abeilles sauvages ou solitaires qui sont uniquement attachées au colza ou au tournesol. Donc on n'est pas concerné sur ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'un chiffre au niveau européen, il manque 15 millions de ruches. En France, on en a 1 million. Et en France, il nous en faudrait bien 1,7 million, largement. Okay. Ouais. Donc, on manque d'abeilles en France. Et donc, la concurrence, elle n'est pas encore présente. Mais tant mieux, c'est l'abeille n'est qu'un insecte. L'abeille n'est qu'un insecte pollinisateur parmi d'autres. Il faut le rappeler. Et le problème est global. Il faut oui, tout à fait, bien sûr. Mais c'est bien de le préciser, que les gens soient au courant. Ouais. Et est-ce que tu as des abeilles en tant que maraîcher bio, justement? C'était l'idée, ouais. Je voulais une petite ruche pour moi. Il y a pas mal de boulot à côté, donc j'ai pas eu le temps. Et il se trouve qu'il y a des apiculteurs amateurs là sur la commune du Foga. Et donc on a discuté ensemble. Et donc il a mis une première ruche. Je vais en mettre une deuxième à l'opposé, je pense. Donc voilà, deux petites ruches que... Moi, ça m'attire justement des abeilles, je pense, et ça peut aider. J'ai pas les chiffres en tête, je sais pas si c'est scientifiquement prouvé ou pas, mais je suis persuadé que ça va aider mes légumes à mieux pousser, à mieux être fécondés. Du coup, voilà, une ruche pour l'instant, une deuxième, et puis je pense que par rapport à ce que je fais, à la place que j'ai, 2, ça ira. Voilà. Et puis après aussi, je propose du miel d'un collègue qui est de Thouars-sur-Arize exactement. Monsieur Madeuf. J'en profite au passage pour saluer Audrey Saint-Cast qui nous a mis en relation. Audrey Saint-Cast, réalisatrice, qui a co-animé aussi l'émission, mais qui là est à la recherche de boulot. Mais nous en parlerons sans doute avec elle pour aider et filer un coup de pouce aussi à la jeunesse qui en veut et qui propose d'autres reportages, d'autres regards que ceux de certains médias que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Antoine Maurice, est-ce que finalement, nous avons l'impression que les abeilles, puisque normalement les communes, bien que n'ont plus l'autorisation et ont l'interdiction d'utiliser notamment le glyphosate, donc est-ce qu'elles ne se portent pas mieux en ville finalement que dans certaines campagnes où il y a une agriculture intensive? Je pense qu'Olivier répondrait mieux que moi, mais à ma connaissance, oui. En tout cas, les villes, elles doivent être en soutien justement pour parler de ce sujet. Et je pense que la ville de Toulouse devrait installer des ruches. Par exemple, je sais qu'il y a un projet du syndicat d'installer des ruches sur le Capitole. C'est symbolique, mais je pense que ce serait bien que la ville de Toulouse fasse ce genre d'action, d'installer des ruches là où elle peut sur son territoire.
parce que oui, a priori, les abeilles en plus sont bien en ville. Donc du coup, ce serait intéressant qu'on ait une vraie politique de soutien aux apiculteurs par l'installation de ruches. Et puis en plus, ça aurait un intérêt pédagogique. On pourrait faire plein d'actions, je veux dire, autour de l'installation de ces ruches sur la ville. Donc j'espère qu'on pourra le faire très prochainement. Alors, lors de la précédente mandature, Michel Blaise, justement, avait fait une proposition qui avait été retenue par l'équipe de Pierre Cohen, qui se débrouille très mal au niveau communication par ailleurs, contrairement au maire de Toulouse actuel. C'est trop tard. Mais justement, de laisser on va dire, entre guillemets, des herbes folles, en tous les cas, de ne pas tondre toutes les semaines pour laisser justement la biodiversité s'exprimer et du coup les pollinisateurs polliniser. Oui, il y avait eu une politique mise en place dans les espaces verts de la ville, des cogestions progressives qui a mené effectivement à de la gestion différenciée, donc des espaces fauchés, d'autres laissés effectivement naturellement. Donc le choix de diminuer et d'aller vers le zéro phyto a été engagé dans le précédent mandat. Après, dans la nouvelle équipe, au début, il y a eu le retour un petit peu de ces pratiques. Heureusement, la loi, aujourd'hui, l'interdit. Mais ce qu'on voit, et il y a eu un exemple récent qui le montre, c'est que quand même, les pratiques sont bien ancrées, je crois. Et à mon avis, on a eu l'exemple de Patrick Gimena, là, qui a été un peu lanceur d'alerte, qui a observé du côté de Cornebarieux des agents de Toulouse Métropole en train de mettre du glyphosate sur des bords de route. Alors, pas trop loin d'un cimetière qui font partie des exceptions, etc. Mais bon, on sent bien que c'était hors la loi de ce qui a été démontré. Donc, on voit qu'il y a encore, en fait, je pense, des pratiques malgré la loi. Parce que je pense que dans les élus, déjà, la volonté peut-être pas si forte de l'appliquer. Dans la représentation, c'est vrai qu'il y a des retours parfois de gens qui ont besoin que ce soit, entre guillemets, propre, et la vision de la propreté n'est pas forcément celle qu'il faudrait. Donc il y a encore du chemin, je pense, pour aller vraiment vers le zéro phyto partout, sur l'ensemble des espaces, que ce soit les espaces verts. Alors ceux-là, je pense, c'est en place, mais aussi tous les délaissés, les bords de route, etc., qui, en partie, visiblement, subissent encore la présence de glyphosate pour le plus grand mal de la nature, des agents qui l'émettent et de la population. Olivier ? Oui, non, c'est vrai que l'alerte qui a été lancée par Patrick Gimena nous a beaucoup étonnés. Moi, le premier, on prépare un courrier à l'attention des services, et notamment du président Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudingue, même si directement il y en est pour rien, mais il en est responsable. On attend des réponses. Moi, j'ai des ruches à moins de 3 km, donc je me sens aussi bien concerné. Elles sont à 700 mètres exactement. Voilà, je pense qu'il y a une loi qui vise à l'interdiction. Il y a des dérogations possibles, effectivement, pour des endroits qui ont des difficultés d'accès, les cimetières et les stades. Aujourd'hui, je pense que la métropole a les moyens de s'en passer, et donc dans le courrier, pour vous dévoiler une petite partie du courrier, je demande à la métropole de liquider l'ensemble des stocks de glyphosate pour le printemps, donc c'est-à-dire le 20 mars, et j'espère qu'il en sera ainsi. D'accord, donc Olivier Fernandez, je rappelle que tu es président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées. Et juriste, d'où l'intérêt de la demande pour le 20 mars. Voilà, juriste, c'est ce qui est très utile, puisque je me souviens t'avoir invité aussi, parce que tu avais bataillé et gagné contre notamment la dispersion de phytosanitaires, de poisons, avec des avions qui se baladaient comme ça, hop, qui envoyaient un petit peu de nuages, juste pour faire sympa. Tout à fait, ça date il y a quelques années, mais c'était effectivement une de nos premières émissions, Christian, avec Jacques Dandelot, du collectif anti-OGM, que je salue pour son travail à nos côtés des apiculteurs, car c'est grâce au collectif anti-OGM que ce combat a pu être gagné, et au travail ensuite juridique mené par Hervé Ourcade, qui est juriste à France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
Très bien. Alors, Je pourrais oui, intervenir bien un sûr, petit tu peu, peux. sur le glyphosate et les produits phyto de manière générale. Je suis anti-glypho, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Même moi qui suis certifié bio, j'utilise même pas les produits qui sont autorisés en bio. Première parenthèse, quand on est en bio, ça veut pas dire, pour les gens qui nous écoutent, ça veut pas dire que c'est 100% naturel déjà. Première chose à faire attention. Deuxième chose, je vais parler pour un petit peu les agriculteurs locaux, on va dire, les petits agriculteurs. C'est bien de critiquer tout ça, mais il faut faire attention et il ne faut pas forcément les montrer du doigt et leur porter préjudice, parce que je pense que dans le milieu agricole, les produits phytosanitaires, je ne parle pas du glyphosate, les produits de manière générale, fongicides, insecticides et herbicides, c'est triste, mais ils ne peuvent pas s'en passer, je pense, sur certains domaines, notamment dans la grande culture. En maraîchage, je pense que c'est très facile de se passer de produits. Sur d'autres, l'arboriculture notamment, qui est la plus touchée avec la viticulture, c'est compliqué, je pense, pour eux de s'en sortir sans. Donc c'est bien, faut critiquer tous ces produits-là, mais il faut faire attention, et je vais les défendre un petit peu. Faut pas trop les montrer du doigt, et les gens qui les utilisent, ils sont pas forcés, mais ils n'ont pas d'autres alternatives à l'heure actuelle. Les problèmes sont plus hauts, et c'est vraiment plus haut qu'il faut voir le problème, et pas au niveau juste des produits que les agriculteurs utilisent. Je sais pas si j'étais très clair ou si on comprend. Il y a une intervention de la jeunesse là, et puis je voudrais dire qu'il y a aussi c'est peut-être oui, mais c'est peut-être dû au fait que justement à force de modifier les gènes, donc c'est des produits, par exemple Monsanto qui vend ses semences vend aussi les pesticides derrière. Voilà, donc c'est en revenir, et ici nous défendons bien sûr les semences paysannes, en revenir aux semences paysannes qui étaient adaptées à chaque climat, à chaque lieu, chaque terre, chaque terrain. Donc c'est là que la donne, et qu'il faudrait aider sans doute celles et ceux qui veulent revenir à l'agriculture naturelle d'y revenir, et non pas de subventionner à travers la PAC ceux qui polluent le plus et ceux qui ont le plus de surface. Tout à fait. Alors après, je défends les agriculteurs céréaliers en dessous de 100 hectares. Je veux dire, c'est ridicule par rapport aux gros qui ont des milliers d'hectares et qui abusent de tout ça. Donc dans la Beauce, par exemple, j'aimerais pas trop y habiter, parce que je sais pas s'il reste des arbres, des abeilles ou des insectes tout court. Tout à fait. Pour rebondir, à l'université Toulousain-Capitole, il y a la mise en place d'un plan vert qui concerne les universités pour mettre en place de petites mesures à l'échelle donc universitaire, pour mettre en place des ruches, installer des choses, mettre en place des alternatives et faire avancer les choses. Dans le bon sens. Jean-Benoît Mébec. Oui, je voulais dire aussi que les agriculteurs souvent étaient les premières victimes des pesticides qu'ils épandent, puisque là, dans ma BD oui, alors je rappelle quand même le BD Cosmos Bacchus, c'est l'occasion, Jean-Benoît Mébec, donc Lucifer et Harryman aux éditions Edola, et signature très prochainement le 16 mars à la librairie de Plaisance du Touche. Voilà, donc dans le tome 2, j'interviewe Marie-Lise Bibéran, qui est la présidente d'un collectif anti-pesticides dans le Médoc, dont le frère est décédé suite à l'utilisation de ces produits-là. Et bon, il y a plein de... Donc, elle raconte comment ça s'est passé, son procès, qu'elle a perdu d'ailleurs, mais bon, elle continue. Notamment, elle milite pour qu'il n'y ait pas de vignes traitées aux alentours des écoles, etc. Elle fait faire des analyses de pesticides dans les cheveux, dans les urines, tout ça. Et voilà, donc en fait, les paysans, les agriculteurs sont souvent plus victimes d'un système auquel ils sont obligés plus ou moins de participer, ou dont ils pensent qu'ils sont obligés. Et après, moi, je suis ni agriculteur, ni maraîcher, ni paysan, donc je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent ou pas s'en détacher de ce système-là. Mais bon, c'est certainement pas eux qu'il faut blâmer de ça, quoi. Après, il y a les gros qui sont plus des agriculteurs et sûrement pas des paysans, qui sont à minima des exploitants agricoles, voire des agri-managers. Donc ça n'a plus rien à voir. Tout à fait. Antoine Maurice. C'était un peu ça que je voulais dire, c'est qu'il faut arriver à dépasser justement les oppositions factices entre ceux qui luttent, enfin les écologistes on va dire au sens large, ou ceux qui luttent contre les pesticides et les agriculteurs.
qui sont les premières victimes finalement. Et l'enjeu, ça va être justement de créer des nouvelles alliances entre tous ces gens-là pour combattre le vrai ennemi commun qui sont les firmes dont on parle. Parce qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup d'agriculteurs sont piégés dans ce système, mais n'arrivent pas effectivement à avoir une alternative possible parce qu'il y a aussi 30 ans d'habitude pour certains, enfin des pratiques, etc. Et puis le matraquage, je pense, dont ils ont été victimes par les semenciers et autres, du fait qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est vrai que c'est difficile d'arriver, pour avoir vécu ça en tant qu'élu aussi, où on avait donc la volonté de développer une politique d'agriculture périurbaine sur 12 métropoles dans le précédent mandat. On avait rencontré des agriculteurs, notamment céréaliers, du côté de Pamalma. Et c'est vrai que dans les réunions, on sentait cette espèce de blocage qu'il y avait, qui pour moi doit être complètement dépassé, parce qu'en réalité, je pense qu'on défend la même chose, mais pas avec le même regard, ça c'est sûr, mais surtout pas avec la même histoire. Et le fait qu'ils soient victimes de ce système et de ces semenciers-là, c'est vraiment l'enjeu, je trouve, d'arriver à les convaincre qu'il faut qu'ils se battent aussi contre cet ennemi-là, pour justement trouver des alternatives, d'abord pour eux-mêmes, parce que c'est quand même les premières victimes des pesticides, des agriculteurs, et ils en meurent. Mais il faudrait peut-être qu'ils changent de présidence, notamment à la FNSEA. Oui, mais c'est la même logique, c'est-à-dire beaucoup, je pense, ne votent même pas dans les élections. Il y a eu énormément d'abstentions. Il y a énormément d'abstentions, c'est la même logique en politique, c'est-à-dire que c'est pareil, en politique, les écologistes, on est minoritaires, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient rejoindre le mouvement s'ils y croyaient. Mais là, on touche du doigt, par contre, la difficulté à faire confiance et à prendre part, et d'où l'enjeu pour moi. Et c'est par le local, là aussi, qu'on y arrivera, à recréer de la citoyenneté à l'échelle locale et à associer la population au-delà des élections, aux décisions qu'on prend, aux projets qu'on construit, pour retrouver prise finalement avec le quotidien, avec les projets, et montrer qu'en tant que citoyen, on a son mot à dire, mais aussi on peut prendre part à la décision et pas juste être consulté pour qu'in fine le projet ne soit pas celui souhaité par les habitants, ce qui arrive trop souvent aujourd'hui, quoi. Oui, Jean-Benoît. Là-dessus, juste un petit truc à ajouter, c'est que moi je suis à Tournefeuille, il y a un collectif contre les pesticides à Tournefeuille, il y a une semaine sans pesticides qui se tient en général du 20 au 30 mars, donc à vérifier sur le site des jardiniers de Tournefeuille les dates, mais voilà, c'était juste par rapport justement à cet engagement citoyen. Qui sont très actifs. Voilà. Avec des choses très intéressantes. Et justement, Antoine Maurice, dans le groupe qui a été créé au sein de Toulouse Métropole, nous avons deux élus, François Lépineux, maire de Brax, et aussi Marc Perret, le maire de l'Union. Et c'est les deux seuls d'ailleurs qui ont organisé des votations dans leur ville concernant, oui ou non, la bascule vers une régie municipale ou métropolitaine pour l'eau. Donc c'est intéressant de les avoir, peut-être, donc il y a une réflexion, et des gens qui étaient divers gauche, on va dire, au niveau qui vont assez loin et qui se mouillent la chemise, y compris au sein de l'archipel. Tout à fait. En fait, les écologistes, on a fait le choix il y a quelques mois de fusionner notre groupe avec ce groupe-là qui s'appelait Métropole Citoyenne, parce qu'on a trouvé intéressant justement cette alliance entre la vision comportée d'écologistes, mais aussi des maires en responsabilité, donc à l'Union et à Brax, qui ont été élus sur des listes citoyennes, effectivement, divers gauche, mais aussi écologistes largement. On avait une même proximité d'analyse sur bien des sujets au niveau de la métropole, notamment l'interrogation sur les grands projets plus ou moins utiles, et puis avec une même vision à peu près de la métropole. Et l'intérêt, c'est que eux, effectivement, ils sont en majorité, ils peuvent mettre en œuvre des choses. Ils l'ont fait de manière assez forte par la votation citoyenne, mais au-delà, ils mettent en place, notamment à l'Union, là, des budgets participatifs sur justement la voirie, où ils donnent un budget, où ce sont les habitants qui vont définir la priorité et sur quoi ils veulent agir sur le quotidien. Donc on expérimente avec eux aussi des nouvelles formes de démocratie participative qui soient en continu, et effectivement pas juste le temps de l'élection où on dit on choisit ses élus. Pendant tout le temps du mandat, trouver les moyens de rendre acteurs finalement les citoyens, parce que je trouve qu'aujourd'hui la démocratie, elle est devenue quand même très, comme la société, consumériste.
Donc finalement, on attend des élus tout, et effectivement, ça va jamais, puisqu'on est souvent déçus. Et on en demande toujours plus, etc. Mais finalement, on attend de l'élu qu'il apporte toujours la solution à tout, alors que la réalité, c'est que là aussi, les élus devraient peut-être être plus modestes au moment des élections et pas promettre tout et n'importe quoi, et montrer qu'il y a des choses qu'on va construire ensemble à l'échelle du mandat. Et par contre, ça demande un gros travail, de mon point de vue, de rendre les citoyens acteurs et pas consommateurs, parce qu'on est tombé aujourd'hui dans un vrai face-à-face, élus et habitants, qui va être difficile de déconstruire. Donc c'est pour ça que ça demande, à mon avis, une palette d'expériences que propose justement, et Archipel a beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour ça que moi je m'y retrouve, c'est qu'il y a des nouvelles formes de participation de différentes manières, mais pas que participation au sens concertation, de la formation, de l'information, de la participation, de la codécision, de l'évaluation des politiques, et qu'à chaque échelle, on a à chaque fois des élus, des experts, entre guillemets, que ce soit des techniciens dans les services ou des urbanistes ou autres, et des citoyens, donc, qui soient partie prenante, mais avec toujours, de mon point de vue, la nécessité d'avoir de l'en dedans et de l'en dehors, c'est-à-dire on a toujours besoin d'un contre-pouvoir quand même. C'est-à-dire si on associe des citoyens à la décision, il faut quand même qu'il y en ait dans les associations, etc., qui restent en dehors et qui fassent un peu leur rôle de contre-pouvoir, qui est aussi un élément essentiel de mon point de vue pour la démocratie. Donc c'est vraiment toute une démocratie locale qu'il faut recréer de mon point de vue, et c'est l'enjeu des prochaines municipales. Il faudrait peut-être proposer aux abeilles de voter. Ça donnerait plus de poids aux écologistes. Les arbres aussi. Les arbres aussi. Ouais. Si les arbres votaient, on serait majoritaire. Allez, je vous propose de marquer une autre pause en chanson, et elle en dit beaucoup aussi. Ça s'appelle Migrants et c'est Salvatore et Adamo. À tout de suite. Migrant, je veux jouer ma vie pour une autre meilleure, où fleurissent des sourires au visage qui pleure, repoussé par les uns, ignoré par les autres. J'espérais que mon sort devienne un peu le vôtre, mais que vous importe au fond notre coquille de noix. Migrant, j'ai traversé la mer jusqu'à la première île. Le vent nous a posés sur des rives hostiles. L'enfer de mon pays ne me laisse que le choix de ce rafio bondé d'autres ombres sans voix, pour aller voir ailleurs si la vie n'y est pas, pour aller voir ailleurs si la vie n'y est pas. Avec femmes et enfants, entre crise et prière, nous nous sommes traînés jusqu'au mur des frontières. Certains ferment les yeux et nous disent bonne chance. D'autres sont-ils sérieux, nous renvoient en errance. Migrants, tout au bout du tunnel, je voyais la lumière. On m'a coupé les ailes, on m'a jeté par terre. Je me suis retrouvé comme un délinquant derrière des barbelés, parqué avec mes frères, à me sentir coupable d'être encore vivant, à me sentir coupable d'être encore vivant. Alors frères humains qui près de nous vivez, n'ayez point contre nous le cœur trop endurci.
Vous qui voyez nos mains tendues, désespérées, pour un peu de répit, prêtez-nous un abri. Nous ferons de notre mieux pour ne pas déranger. Migrants, des années de labeur pour payer le voyage. Le passeur en riant nous a dit bon courage. On s'est cru arriver, mais le monde est-il fou? On nous montre du doigt et on a peur de nous. Nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux, nous qui fuyons la mort, nous qui sommes à genoux. Migrants, migrants. Vous êtes toujours sur Radio Occitanie 98.3 pour toute la région toulousaine et à l'écoute de l'émission Passerelle, et nous passons par le monde, partout, et avec plein de choses à nous dire et à nous raconter, et aussi des sols majeurs pour la musique et des solutions pour une agriculture durable. Je rappelle, ça c'est conférence-concert samedi 9 mars de 15h à 18h30 à l'espace Confluence à Moissac, avec Lydia et Claude Bourguignon, microbiologiste des sols, qu'a croqué Jean-Benoît Mébec dans ses BD, enfin dans une en tous les cas des BD des 2 tomes qui viennent de sortir. Ils sont dans les 2 en fait. Ils sont dans les 2. Oui, c'est vrai qu'ils reviennent à la fin du second. Oui, tu as raison, tout à fait. Et donc là, si vous voulez, et il y aura Orkia Dorio pour la partie qui est pianiste, concertiste, compositrice. Réservation donc à billetterie www.alternat-presse.com, téléphone 06 80 71 57 46. Allez, nous revenons donc avec nos invités. Romain Kerbourg, qu'est-ce que tu as envie de dire encore aux auditrices et aux auditeurs de Radio Occitanie? Allez rencontrer les maraîchères et maraîchers qui sont dans, en tous les cas, l'agriculture durable, écologique. Venez discuter avec nous. Est-ce qu'éventuellement, de temps en temps, tu montres comment tu fais à celles et ceux qui s'interrogent et qui viennent te voir peut-être pour la première fois? Ouais, j'essaye de transmettre un peu ma passion, donc... on a vite fait de faire un petit tour dans les jardins, d'expliquer un peu comment je travaille. Les gens me questionnent là-dessus, donc j'ai envie d'être transparent à 100%, moi, de dire tout ce que je fais et de rien cacher. Donc oui, j'ai envie de transmettre ça. Après, quoi leur dire, quoi leur conseiller, peut-être s'ils ont la chance d'avoir un bout de jardin, mettre la main à la pâte un petit peu chacun. Je pense que c'est important. Après oui, consommer local du mieux qu'on peut, bien sûr. Après chacun fait comme il peut. En tout cas sur ceux qui viennent à la ferme, j'essaye ils sont déjà sensibilisés, je pense, quand même, ceux qui font la démarche de venir jusqu'à la ferme, acheter des produits locaux. Il y a quand même pas grand chose à leur montrer, à leur prouver. Ils sont déjà convaincus, mais voilà, si je peux donner 2-3 conseils sur le peu d'expérience que j'ai, je le fais avec plaisir. Voilà. Donc ton objectif, c'est petit à petit de monter en production et en variété? Non. Enfin, alors en variété, en diversification, oui. Après, au niveau de la surface, déjà je suis limité par ma capacité physique à moi, limité aussi par la place que j'ai. Après, sur 1,5 hectare, on en fait du légume, hein. Voilà, il y a largement pour travailler à plusieurs. Moi, l'objectif, c'est vivre tranquille, quoi, dans mon coin, être heureux, quoi. Après, développer un petit peu l'activité pour être à plusieurs, je trouve ça sympa. Essayer de faire une mini-communauté, un petit groupe qui se lance là-dedans, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis tout seul, même si j'ai énormément d'aide derrière, hein, de la famille, des amis, etc. Mais rester petit, et puis après, avoir des opportunités, je sais pas, se développer en fonction de ce qui se propose à moi, de ce qui s'offre à moi. Au début, je devais même pas faire de magasin à la ferme, après, au final, j'en ai fait un.
il devait y avoir que mes produits, il y a des produits de d'autres personnes, voilà, plus ça va, plus je rencontre de personnes, j'ai été invité ici, donc je fais un peu au jour le jour et j'essaie de me développer, on verra où ça me mène, mais voilà, déjà développer la ferme comme elle est là, j'ai ma maison aussi dessus, donc même pas besoin de prendre le vélo moi pour aller travailler, j'y vais à pied, mais voilà, de développer déjà la ferme et tout ça, faire un lieu de vie quoi. Voilà, puis après on verra, je sais pas trop. Je vis un peu au jour le jour. Et tu es observateur, puisque je vais parler de certains qui sont des agri-managers ou des exploitants agricoles qui sont sur des tracteurs, donc des fois tu as du mal à grimper, il faut une échelle pour grimper dans la cabine, c'est pas ton cas je suppose, non, donc tu observes ce que je disais, la différence entre le paysan et l'agri-manager, c'est ça, c'est que le paysan il met les mains dans la terre, il observe, il est là en communication et en communion avec l'élément vivant qui est énormément, ouais, tout à fait, toujours sur le terrain et toujours en contact avec la terre. J'ai quand même un tout petit tracteur de 25 chevaux pour m'aider un petit peu, je suis pas non plus j'allais dire extrémiste, non, enfin je suis pas j'ai quand même une entreprise à gérer, j'ai quand même des responsabilités, donc j'essaye de faire au mieux tout en ayant certaines contraintes, donc il y a certains trucs qui je suis convaincu, le non-travail du sol, l'apport organique et pas minéral au niveau des engrais, il y a des axes que je suis. Après j'essaye de faire au mieux, je mélange, on a parlé de permaculture tout à l'heure, on parle de biodynamie, on peut parler d'agriculture bio-intensive, il y a plein de doctrines là, de plusieurs agricultures différentes, j'essaie de prendre un peu à droite à gauche tout ce qui se passe et de faire ça un peu à ma sauce, mais dans le respect de l'environnement, dans mes moyens aussi, en utilisant des choses qu'il y a autour de moi, que ce soit au niveau du compost, au niveau de la paille, essayer de faire travailler les gens du coin, quoi. Voilà, essayer d'avancer dans cette idée-là. Après, rester petit, je pense que pour pas avoir un gros tracteur et bourriner son sol, il faut rester petit, je pense. Voilà. Après, c'est mon avis, je sais pas. Oui, ce qui permet. De toute façon, l'agriculture paysanne est créatrice d'emplois, contrairement à l'agriculture industrielle. Et ça résout plein d'autres problèmes qui est à côté, tout à fait. Ouais. Au niveau du chômage, au niveau de de la biodiversité, des problèmes de santé que certaines. Au niveau de l'alimentation, qu'on mange pas forcément très bien. Ça résout plein de problèmes, je pense, ouais. Après, c'est pas facile tous les jours, quoi. Non, ça mais bon, c'est. Voilà, si chacun pourrait avoir son petit bout de jardin, et le problème c'est que faut avoir du temps, quoi. C'est soit on travaille, on a un 35 heures semaine et puis avec le peu de sous qu'on a, on s'achète à manger, soit on travaille un peu moins et on passe plus de temps chez soi à faire des choses pour soi. Moi j'ai envie d'être paysan, j'ai envie de faire mes lapins, de faire mes poulets, d'atteindre une certaine autonomie alimentaire, ça serait cool. Au niveau de l'énergie, plus compliqué, chaque chose en son temps, mais voilà. Je pense que vivre comme ça, c'est le plus simplement possible et consommer le moins possible, quoi, voilà, et le mieux possible surtout. Voilà un peu ma philosophie. D'accord, donc Romain Kerbourg, donc maraîcher bio, ferme des Nozes du côté du Faugas. Tout à fait. Je te remercie. Alors Jean-Benoît Mébec, donc créateur de BD, est-ce que bientôt ton journaliste, ton enquêteur ira voir du côté des abeilles ou que sais-je, ou tu les suivras à bicyclette puisque tu es venu jusqu'à nous à bicyclette et depuis Tournefeuille et ça monte pour arriver à... Un peu sur la fin, oui. Les abeilles, c'est pas prévu pour l'instant, mais pourquoi pas. Cela dit, avec les jardiniers Tournefeuille, j'ai déjà dessiné pas mal de petites abeilles, parce que je bosse pas mal pour eux. À une époque, voilà. Et tu as fait un tour aussi du côté d'Angoulême. Il paraît qu'il y a une personne là qui est dans la salle qui s'est retirée un peu, mais qui est étudiante, qui veut aussi défendre l'écologie, la biodiversité. Aime bien la BD. D'ailleurs, elle est en train de feuilleter la tienne, le tome 1, Lucifer. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les BD, j'essaie de les sortir fin janvier, comme ça, elles sont présentées au Festival d'Angoulême, qui est quand même le plus gros festival de BD européen, peut-être même au monde. Voilà. Donc c'est intéressant, et mon éditrice est de là-bas en plus, donc c'est pratique. Et ouais, c'est chouette, ouais. Il y a Angoulême, je sais pas si tu veux que j'en parle un peu. Il y a deux grandes bulles, ce qu'on appelle des bulles, c'est deux grands hangars qui montent provisoirement. Une avec les BD
des gros groupes. Donc c'est une grande librairie où les gens font la queue pour avoir leur dédicace. C'est pas, de mon point de vue, très très intéressant. Puis une avec toutes les BD un peu plus petites, les éditeurs un peu plus indépendants. Et là, il y a vraiment de tout, donc c'est des petits éditeurs beaucoup plus accessibles. Et il y a une grande diversité, donc c'est un peu comme en agriculture, je trouve. On peut avoir des... Voilà, et là, de mon point de vue, c'est beaucoup plus sympa. C'est un peu le bazar, mais c'est plus chouette. Ouais. Il y a plus de choses très différentes, et puis voilà, c'est plus accessible. Et donc moi, évidemment, c'est un petit éditeur, donc j'étais dans l'autre, au Nouveau Monde, ça s'appelle. Voilà. Et j'aime bien Angoulême. J'aime bien, c'est un salon c'est une grosse machine, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà. D'accord. Et c'est quand pour notamment faire créer un tome, oui. Tu mets entre les bulles, entre les dessins, ça te prend grosso modo combien de... C'est difficile à quantifier parce que j'ai commencé à réfléchir à tout ça en 2015 pour Cosmo Bacchus. Ensuite, on a commencé à faire l'enquête. Ça a été fait par petits bouts. Après, il y a un temps d'écriture. Donc voilà. En gros, on peut considérer 1 an par bouquin, quoi. Voilà, 1 an par bouquin en comprenant le texte, si on compresse. Mais bon, voilà, de 2015 à 2019. Normalement, j'avais prévu de faire un gros bouquin au début. Mais je me dis, ça va faire vraiment un gros bouquin compliqué. Enfin, ça va être long, quoi. Moi, il faut que je puisse vivre un peu entre-temps. Oui. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de le faire en 3. Et donc, là, le dernier devrait sortir en février 2020. Et là, j'aurai fini, a priori, avec l'anthroposophie. Quoique, peut-être que je continuerai un truc d'une autre façon. Mais voilà. En fait, je t'entendais tout à l'heure, Antoine, dire, je crois que c'était hors micro, je ne sais pas si tu voulais que si les arbres étaient des... Si les arbres votaient, tout le monde serait... Si les arbres votaient, les écolos seraient... voilà, Eh ben, j'en suis même pas sûr, en fait. Parce qu'en fait, on est des arbres. Si les arbres votaient, ça veut dire qu'ils seraient humains. Et donc, nous, on est comme les arbres. Je veux dire, on dépend aussi de notre environnement. Voilà. Seulement, on ne vit pas vraiment dans le réel. C'est-à-dire qu'on vit dans le réel, mais on est baigné dans une fiction qui est le monde dans lequel qu'on perçoit, qu'on interprète. Voilà. Et cette fiction, elle fait que nous ne voyons pas les priorités. Hein. Donc, par exemple, on est persuadé que l'important, dans la vie, c'est de gagner de l'argent, par exemple. On peut être persuadé de ça. Mais c'est une fiction complète, puisque... Si ça nous amène au final à bousiller notre environnement, c'est irrationnel. Donc c'est pas cohérent. Donc si on vivait pas dans cette fiction, tout le monde serait effectivement en ce moment écologiste, hein, parce que je vois pas rationnellement quelle autre option on a. Hein. On n'a pas d'autre option. Voilà. Donc moi, alors pourquoi je dis ça ? Parce que comme je ramène tout à mes bouquins quand même, puisque je suis là pour ça. Voilà, moi mon travail dans cette BD, c'est de développer l'esprit critique, donc par la dérision sur des choses qui me paraissent déraisonnables, dans un sens comme dans l'autre. Donc dans la deep écologie qui me paraît un peu trop vaseuse, ou dans le rationalisme entre guillemets capitaliste qui est destructeur, pour qu'on arrive à voir ce qui nous entoure réellement et la situation dans laquelle on est. Voilà. Et donc par l'esprit critique, la prise de recul, la dérision, c'est ce que j'essaye de faire, voilà, en gros. Donc, en lisant Cosmo Bacchus, peut-être vous deviendrez écologiste. Je l'espère. Vous deviendrez des arbres. Voilà, et c'est aux éditions Elodia. Edolia, pardon. J'ai inversé. Edola. En fait. Edola même. Donc une éditrice du côté d'Angoulême. Alors, est-ce que Olivier Fernandez, les abeilles, elles ont droit d'ailleurs aussi à des ouvrages, justement, à travers Gérard Fressange notamment, oui, pour être défendues.
La presse apicole est assez dynamique puisque on est pas mal médiatisé, heureusement et malheureusement, parce que c'est bien de parler de l'abeille, mais souvent on en parle par rapport aux problématiques. Mais c'est vrai que le monde des abeilles est formidable. Et donc, il y a de nombreux auteurs qui s'intéressent aussi bien à travers la BD, les livres pour enfants, ou pour des livres de formation, ou simplement pour découverte pour les adultes, pour parler de l'apiculture. Et puis, il y a aussi une très bonne émission de temps en temps sur l'abeille de Jean-Claude Amézème, sur les épaules de Darwin, qui reprend des ouvrages apicoles anciens et qui le transforme en émission radio. Donc, c'est vrai que... Et c'est sur France Inter. C'est sur France Inter le samedi matin à 11h. Tout à fait. Donc, bzz, 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 ça fait comme ça, l'antenne. Voilà. Et on travaille avec Jean-Claude Amézème, c'est pour ça que je le salue. Ouais, tu peux le saluer, il n'y a pas de souci. C'est une très bonne émission. C'est le samedi matin entre 11h et midi. Voilà. Antoine Maurice, alors, ne désespérons pas complètement, puisque je vois qu'il y a de la jeunesse qui s'intéresse aussi à l'écologie et qui, de toute façon, a intérêt aussi à se mobiliser parce qu'il y en a vraiment besoin. Donc, tout n'est pas perdu, mais quand même, il y a du taf. Il n'y a pas le temps de faire trop de pauses, même pour lire des BD, des fois. Si, je pense que c'est quand même important de se poser. Ça fait partie de l'écologie d'ailleurs, du temps pour soi et pour vivre. Je pense effectivement il faut qu'on arrive à dépasser les paradoxes. Bon, on parlait en plaisantant des abeilles et des arbres si elles votaient sur l'écologisme. Mais en fait, le problème, c'est comme je disais, je crois qu'il y a une vraie attente aujourd'hui de plus en plus qui s'exprime à travers les marches pour le climat, à travers la jeunesse effectivement qui aujourd'hui se mobilise, à travers les nombreuses initiatives associatives ou entrepreneuriales de jeunes maraîchers bio qui s'installent, etc. Enfin, c'est quand même, ça foisonne quand on regarde sur les territoires, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais autant une traduction politique et institutionnelle parce que on a eu cette rupture progressive entre les citoyens et leurs élus à tous les échelons, peut-être moins au niveau local, mais quand même aussi. Et il faut arriver à recréer ce lien pour faire ce que j'aime bien appeler justement les alliances fertiles entre ces engagements citoyens et la nécessité quand même d'agir au niveau politique, parce que c'est quand même un levier aussi financier et indispensable pour aller au-delà de l'initiative individuelle ou collective, mais qui n'a qu'un impact quand même limité, ramené aux enjeux bien sûr globaux. Donc autant je crois à l'action locale et tout en pensant global, autant je pense qu'il faut arriver à recréer ce lien entre l'action institutionnelle et l'action citoyenne au sens large. Donc j'espère qu'on arrivera à convaincre à travers notamment toutes ces initiatives comme Archipel Citoyen qui, je crois, jouent ce rôle un peu de pont entre le monde politique, enfin un certain monde politique, parce qu'effectivement tous ne sont pas, à mon avis, à sauver, et les citoyens qui peuvent être un peu éloignés pour arriver à agir ensemble et notamment à l'échelle locale. D'accord. Je rappelle Antoine Maurice, donc tu es élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal de Toulouse et à Toulouse Métropole, Olivier Fernandez. Oui, juste je remercie Antoine Maurice pour son travail et dire aux auditeurs qu'il ne faut pas mettre tous les élus dans le même sac et que surtout ce qui manque c'est le fait que les citoyens attendent souvent trop des élus et plus que ce qu'eux sont capables de faire personnellement, et un élu n'est pas un super-héros. Voilà. Même si Antoine Maurice en est proche, il y aura peut-être une BD à Edola sur Antoine Maurice dans quelques années, mais voilà, les élus ne sont pas des super-héros et donc il faut arrêter de penser que l'élu doit être parfait surtout. Non, il n'est pas parfait, il est un citoyen comme nous et nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits. Mais maintenant, si on veut avancer, il faut aussi savoir un petit peu s'investir et solliciter nos élus. Et quand il y a des élus qui ne font pas des choses qui vont avec nos idées, il est impossible de voir qu'ils sont réélus. On peut penser par exemple à Balkany qui repasse sans problème dans sa ville. Voilà, on ne va pas faire de politique en fonction des étiquettes, mais des gens qui ont été comme ça, un petit peu embêtés par des affaires,
ça nous interroge toujours quand même de voir qui repasse. Donc après, c'est à chacun d'entre nous de faire ce travail, d'en parler autour de nous. Et puis, rien de tel que le dialogue, la rencontre avec les gens, de ne pas être uniquement derrière sa tablette ou son téléphone, d'aller voir sur le terrain, de discuter avec les gens. Et voilà, Antoine est un très bon exemple des élus qu'il nous faut pour la métropole. Donc, Antoine Maurice plébiscité pour être le futur maire de Toulouse. Mais ça dépendra du vote. J'ai rien dit. Attention. Mais élu par une équipe, et une équipe donc citoyenne. Ceci dit, mon petit doigt, mais il se trompe peut-être, Antoine Maurice, m'a dit que tu travaillais aussi dans l'économie sociale et solidaire et que tu essayais de faire pousser de l'humus, ou en tous les cas le favoriser. Oui, tout à fait. Je travaille donc à l'association Humus et Associés qui promeut et développe le compostage de proximité. Donc en fait, on sensibilise, on accompagne et on forme au compostage, notamment urbain, puisqu'on travaille beaucoup sur le territoire de Toulouse Métropole. Hein. Et on accompagne notamment des collectifs d'habitants qui veulent installer des composteurs en pied d'immeuble ou dans les jardins publics. On a installé depuis 4 ans plus de 180 sites de compostage collectif. Et ensuite, on essaye aussi, à travers des stands, à travers des animations, en entreprise ou lors d'événements, de redonner finalement place au compostage qui a été longtemps pratiqué en fait, qui a été une pratique naturelle que tout le monde faisait notamment à la campagne, mais qui a été vite perdue par l'évolution de la question des déchets, justement une vision économique et industrielle aussi des déchets qui s'est développée, qui a fait perdre des choses de base comme le fait effectivement de valoriser ces déchets de cuisine qui ne sont pas des déchets finalement mais bien une ressource par la création du compost qui est bien utile après notamment pour alimenter nos sols. Donc effectivement je travaille là-dedans et c'est un vrai plaisir parce que y a une vraie satisfaction à voir quand même progressivement cette pratique revenir et un vrai intérêt quand même de la population qui du coup sort des représentations. Elles sont encore présentes d'ailleurs. Notre accompagnement il vise souvent à lever les freins sur la représentation de ça va puer alors que justement composter par principe justement si c'est bien fait ça ne pue pas parce que ce qui pue c'est le fait de fermenter dans la poubelle où les déchets n'ont rien à y faire. Et c'est vrai que lever tous ces freins de ça pue, ça va attirer les moucherons, les rongeurs, etc. Et par la preuve, par les gens qui eux-mêmes compostent et qui aujourd'hui sont eux-mêmes des ambassadeurs de ce compostage qu'on n'hésite pas d'ailleurs à solliciter pour en parler encore mieux que nous. Ça permet de redévelopper cette pratique bien utile pour une vision plus globale, effectivement, et notamment pour redonner vie au sol. C'est une très très bonne idée, ouais. Vous en faites l'idée de tout ça, vous en faites quoi après concrètement de tout ce compostage qui est fait en ville et tout ça, parce que je sais qu'au niveau rural il y a une grosse demande de justement matière verte, matière compostée ou pas, enfin voilà, compost de manière générale. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui la réglementation, il y a eu un arrêté ministériel là en 2018 qui a un point positif quand même qui reconnaît enfin cette pratique parce qu'il n'y avait même pas de cadre juridique jusque-là pour le compostage de proximité avec, il faut le savoir, une pression forte des lobbies Veolia et compagnie pour faire en sorte que ça ne soit pas justement reconnu et que ce soit vécu comme quelque chose de pas bon pour la santé. Et du coup, ça a été à la fois reconnu, mais la contrainte par contre, c'est que le compost produit, s'il n'est pas normé, donc effectivement si on ne fait pas l'effort de le faire normer, donc c'est payant, etc., il ne peut pas être ni donné ni vendu et il doit être utilisé par ceux qui ont produit les déchets. Okay. Donc tout va dépendre à l'échelle dans laquelle se fait le compostage, qui a amené les déchets, alors à la fois les déchets de cuisine mais aussi le brun, donc les déchets de jardin. Si on a des partenariats, par exemple nous dans les composteurs qu'on utilise dans les jardins publics, ça permet à la ville derrière de l'utiliser dans ces espaces verts. C'est déjà très bien. Donc c'est déjà très bien. Après dans les pieds d'immeuble, de toute façon, honnêtement, ça produit pas non plus tant que ça en termes de, ça réduit beaucoup. Donc c'est souvent largement utilisable et utilisé sur place dans les espaces verts ou pour les balcons, pour rempoter, etc. Okay. Mais c'est vrai que, nous notre objectif en tant qu'association, c'est arriver à créer des partenariats avec des agriculteurs, etc. Trouver les moyens
d'utiliser la réglementation, mais dans notre objectif. Donc peut-être, si on arrive à avoir des déchets, du brun issus de fermes, etc., avec lesquels on travaille sur des projets de composteurs collectifs en ville, on pourrait derrière faire bénéficier les agriculteurs de ce compost. Et c'est un de nos objectifs aujourd'hui, de créer ce lien-là pour qu'on développe encore plus le compostage. Non, c'est une super idée ça. Ouais. Donc Antoine Maurice, multicarte, producteur aussi, en tous les cas, en sorte d'humus pour justement régénérer les sols, des solutions pour une agriculture durable. J'ai envie de m'adresser à Lucie Barbier, peut-être, puisque là tu es venue future journaliste. Donc nous arrivons au terme de l'émission. Quel est ton regard, ton ressenti par rapport à tout ce qui s'est raconté ce matin ? C'était très intéressant. Je pense que c'est des questions. Maintenant, notre génération, enfin la mienne, est plus sensibilisée à toutes ces questions par exemple, de recyclage. Nous, dans notre lycée, à notre échelle, on commence c'était une demande des élèves de composter et tout ça. Donc, je pense que notre génération est sensibilisée, mais c'est bien aussi d'en parler à une échelle plus globale. Et donc, voir des professionnels qui en parlent, c'est assez intéressant. Donc c'est pour tes futurs articles ou reportages. D'accord, tu as envie de dire autre chose ou... Non. Merci. Lucie Barbier, je salue au passage donc Pascal et Jean-Benoît Mébec, elle est donc auteur de BD alternatives un petit peu qui vont fouiller, qui s'interrogent. Tu vas être donc très prochainement dans une librairie pas loin de Tournefeuille, puisque c'est Plaisance du Touche. Est-ce que tu peux nous le rappeler ? Oui, tout à fait. Donc c'est la librairie L'Exemplaire à Plaisance du Touche. Donc j'y serai le 16 mars de 10h à 18h pour signer tous mes livres et notamment le tome 2 de Cosmo Bacchus intitulé Harriman qui vient de sortir. D'accord, merci. Et Olivier Fernandez, donc mercredi, président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées, il va se passer des choses aussi. Donc bien mercredi, on aura peut-être aussi la chance d'avoir notre auteur de BD pour nous présenter ses BD sur l'environnement. Et donc sinon, soirée mensuelle à 20h30 à la mairie annexe qui va parler changement climatique et abeilles. Alors, mairie annexe de Saint-Martin-du-Touche, pardon, bien sûr. Voilà. Bien sûr. et donc Romain Kerbourg, donc maraîcher bio de la ferme des Nozes au Foga. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter en 30 secondes ? Venez chez moi, venez découvrir mon travail, venez acheter mes fruits et légumes. Ouais, venez pas trop nombreux parce que je peux pas satisfaire la demande de tout le monde, je suis déjà un peu en galère. Mais voilà, remercier tous les gens qui me soutiennent et que ce soit ceux de ma famille, de mes amis et aussi tous les, j'allais dire clients, mais non, j'aime pas dire ce mot-là, mais bon, tous les gens qui viennent me soutenir en achetant mes produits, ouais. Donc qui continuent, ça m'encourage et de bonnes perspectives, ouais. Voilà. Merci d'être venus toutes et tous jusqu'à nous. Très bonne émission ce soir entre 19h et 20h. Dansons sur le volcan, l'émission de l'écologie en Occitanie et ailleurs. Merci Edgar Rosendo pour la réalisation technique. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec encore plein d'invités, plein de choses à nous raconter. Bye bye, à très vite. L'indicatif est signé de Damien Moreto.